bien sûr Clémence Guillermin d'avoir accepté d'intervenir. J'ai personnellement lu avec beaucoup d'attention et d'intérêt son ouvrage qu'elle a publié en février de cette année 2025. Le vieillissement n'est pas une maladie et nous allons lui céder la parole pour environ 1 heure d'exposé qui sera suivi du débat comme à l'ordinaire. Voilà. Merci encore et merci à vous tous d'être venus. Je vois que nous sommes nombreux et nous sommes déjà 25, donc c'est très bien. Et il y aura bien sûr un replay pour les personnes qui n'auront pas pu assister à cet exposé débat. Voilà, Oups là, c'est même mieux que ça. 24. Voilà, Clémence, c'est à vous, en vous remerciant. Bonjour à tous, j'espère qu'il n'y aura pas de problème de connexion, mais voilà, dites-moi si vous ne m'entendez plus. Alors, je m'appelle Clémence Guermain, je suis docteur en histoire et philosophie des sciences depuis septembre 2022 et je suis donc ici aujourd'hui pour vous parler de mon livre Le vieillissement n'est pas une maladie, qui est mon premier livre qui a été publié en février 2025. Et pour cette intervention, j'ai ajouté un petit sous-titre. J'ai écrit donc Candy la biologie, que vous voyez ici, pour insister déjà sur le fait que mon livre parle de vieillissement, certes, mais il parle surtout de biologie du vieillissement, donc du regard que la biologie pose aujourd'hui ou est susceptible de poser sur le vieillissement. Pour commencer cette intervention, je vous propose de repartir du questionnaire, c'est ce que m'a suggéré Monsieur Pradine, pour revenir simplement peut-être sur certaines réponses que j'ai eues et qui ont un peu suscité mon intérêt, qui vous permettront peut-être d'ouvrir le débat par la suite. Donc je le reprends très brièvement. Il y avait d'abord une première question sur cette affirmation, le vieillissement n'est pas une maladie, qui était évidemment un titre provocateur, choisi par mon éditrice d'ailleurs, que j'ai approuvé ensuite, mais celle qui l'a choisi. C'est un titre qui vous a fait réagir, bien entendu. Une personne a reconnu n'avoir pas souvent entendu cette affirmation, donc ça souligne quand même que c'est pas tout à fait ancré dans les mœurs. Définition intéressante parce qu'elle n'a pas de définition unique ni consensuelle, y compris au sein de la biologie du vieillissement. On n'a pas une unique définition du vieillissement. Et c'est une notion qu'il est parfois difficile de distinguer d'autres notions connexes. Donc typiquement, dans mon ouvrage, il n'est pas question de vieillesse. Donc quand on parle de vieillesse, c'est vraiment une période de la vie qu'on distingue de l'adolescence, de l'enfance et de l'âge mûr, qui commence à partir d'un certain âge, un seuil qui varie donc selon les époques et le contexte social, hein. Le vieillissement n'est pas non plus la sénescence, qui est une notion qui est beaucoup plus utilisée en biologie plutôt que la notion de vieillissement, qui renvoie davantage aux aspects négatifs du vieillissement et notamment à l'augmentation de la mortalité, donc de la probabilité de mourir avec l'avancée en âge. C'est cette notion qui permet de dire de certaines espèces qu'elles sont non sénescentes, donc qu'elles semblent ne pas vieillir. Donc elles ont un taux de mortalité qui reste constant ou qui décroît. On pourra y revenir aussi si c'est un aspect qui vous intéresse. Donc dans mon ouvrage, il est bien question de vieillissement, donc une évolution du corps, un processus qui se déroule dans le temps long et qui s'inscrit du coup dans la durée. Dans la tradition philosophique, le vieillissement a été classiquement abordé selon au moins deux perspectives distinctes, donc soit comme expérience, expérience vécue d'un point de vue subjectif et individuel ou social et collectif. C'est notamment pour ceux qui ont ces références dans la tête, le point de vue adopté par Cicéron dans son De Senectute, où vous avez un dialogue fictif entre Caton l'Ancien, pardon, et deux jeunes hommes, et dans lequel vous avez un portrait idyllique de la vieillesse et du vieillissement, qui est un temps de désengagement propice à de nouveaux plaisirs. Et c'est aussi la perspective adoptée par Montaigne dans ses essais, dans lesquels Montaigne s'interroge sur ce que vieillir veut dire pour lui, est-ce que la vieillesse apporte nécessairement la sagesse, etc. Et puis la seconde perspective, qui est un peu plus timide, un peu moins fréquente si vous voulez, c'est le vieillissement comme processus physiologique, corporel, incorporé. C'est la perspective qu'on peut dire organique sur le vieillissement. Alors je ne vais pas détailler, mais on la trouve déjà chez Aristote, et puis ensuite plus tard chez Galien, chez Avicenne, Bacon, Descartes, etc. On peut rentrer dans le détail si ça vous intéresse. Surtout, ce qui est important, c'est de bien comprendre que d'un auteur à l'autre, d'une époque à l'autre, on a des théories et des explications mobilisées de manière récurrente, des questionnements récurrents aussi. Par exemple, quand est-ce que le vieillissement commence? Est-ce que c'est un phénomène naturel, universel, réversible, quantifiable? Quel est le lien entre vieillissement et maladie, qui est du coup présent dans mon ouvrage, évidemment? Quelles sont les causes du vieillissement, physiologiques, psychologiques, morales, environnementales, etc. Quel sens est-ce qu'on peut donner au vieillissement, etc., etc. Je m'arrête là pour l'énumération.
Ce qu'il faut bien sûr comprendre, et j'imagine que vous en êtes tous conscients, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus tellement la philosophie qui parle du vieillissement, c'est plutôt la biologie qui, avec la médecine évidemment, est devenue discipline scientifique de référence sur le vieillissement. C'est vers elle qu'on se tourne si on veut des éléments de connaissance sur ce que vieillir veut dire. Et pourtant, en tout cas, c'est le constat que j'ai dressé lorsque j'ai exploré les débats gouvernementaux récents et la presse grand public sur le vieillissement. La biologie reste étonnamment absente des débats, ou relativement absente en tout cas des débats, échanges et réflexions collectives sur le sujet. Et donc, l'un des principaux objectifs de mon ouvrage, c'était d'aller reconsidérer cette discipline scientifique de référence sur le vieillissement, de l'interroger philosophiquement, de la caractériser, donc on en reparlera, mais j'ai montré que c'était un domaine extrêmement varié, complexe, morcelé, qui véhicule de très nombreuses théories biologiques du vieillissement, et à la fin de mon ouvrage, de repenser la place de la biologie du vieillissement au sein de la société actuelle. Alors du coup, en tant que philosophe, face à un domaine aussi complexe, puis une discipline scientifique, surtout, la question était comment appréhender cette branche de la biologie contemporaine. Et j'ai choisi une porte d'entrée parmi d'autres, qui était d'analyser la sémantique, les termes, la terminologie mobilisée par les biologistes pour parler du vieillissement. Et puisqu'en philosophie, vous savez qu'on aime bien formuler une problématique à un moment donné. Et donc ma problématique, c'était, en tout cas la plus essentielle, c'était existe-t-il aujourd'hui une biologie du vieillissement? Est-ce qu'on peut parler d'une biologie au singulier du vieillissement? Et le cas échéant, quels sont ses principaux aspects, quelles sont ses principales caractéristiques? Et surtout, quel est le regard que la biologie du vieillissement pose sur le vieillissement, sur son objet d'étude aujourd'hui? Et pour répondre à cette question, alors quelques considérations très brèves de méthode. Je suis allée essentiellement examiner la littérature scientifique publiée en biologie du vieillissement depuis en gros le début des années 2000 et si possible depuis 2010. Et en parallèle, bien sûr, j'ai mobilisé un corpus de philosophie. Je n'en rentre pas dans le détail. Il n'y a pas du tout besoin d'avoir des connaissances de philosophie pour comprendre ce que je vais dire dans les minutes qui vont suivre. Je vous ai remis ici le plan de mon ouvrage, simplement pour que vous ayez une idée de ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc, il y a une première partie, après une introduction, il y a une première partie avec une présentation assez générale de la biologie du vieillissement selon trois approches assez classiques. D'abord une approche historique, donc je retrace très grossièrement l'histoire de la biologie du vieillissement, enfin pas très grossièrement, mais dans les grandes lignes, l'histoire de la biologie du vieillissement. Ensuite, je parle de la biologie du vieillissement aujourd'hui, quelles sont les principales théories, les principaux postulats. J'ajoute une troisième partie dans laquelle je distingue la biologie d'autres courants proches, donc la gérontologie et plus spécifiquement la médecine anti-âge. Et ensuite, ma deuxième partie est focalisée du coup sur cette sémantique de la biologie du vieillissement. J'y analyse 6 notions sur lesquelles je reviendrai. Et je termine sur une troisième partie qui est probablement pardon, celle qui devrait vous intéresser. En tout cas, c'est les retours que j'ai, qui est vraiment reconsidérer la biologie du vieillissement dans la société actuelle, où j'examine en fait quelques grandes particularités ou caractéristiques de la biologie du vieillissement aujourd'hui. Voilà, donc je vais retracer, enfin je vais vous reparler du coup de certains de ces aspects. Enfin, j'ai fait quelques choix, évidemment, je ne peux pas parler de tout. Donc ce que vous trouvez en premier quand vous ouvrez mon ouvrage, c'est justement cette approche historique. Donc j'ai déjà dit en partie qu'on avait cette perspective organique sur le vieillissement qui était présente dès l'Antiquité, au moins dès Aristote. Ce qu'il faudrait plutôt, je pense, dire ou souligner, c'est que pendant des siècles, philosophes, naturalistes et plus tard biologistes ont en fait délaissé l'étude du vieillissement. C'était même au XXe siècle une forme de plaisanterie, c'est-à-dire qu'on considérait que ne s'intéresser au vieillissement que les vieux biologistes en fin de carrière qui n'avaient plus rien à prouver. Et pourtant, on trouve quelques tentatives timides pour s'interroger justement sur ce qu'est le vieillissement biologique, avec par exemple, alors ça vous évoquera peut-être quelque chose, les régimes de santé au Moyen Âge, ces ouvrages à destination du grand public qui vous expliquent comment vieillir longtemps. Puis avec les travaux de Darwin et Wallace au XIXe siècle, l'émergence d'une valeur adaptative du vieillissement. Donc on se demande finalement pourquoi est-ce que le vieillissement aurait été sélectionné par la sélection naturelle alors qu'il ne confère aucun avantage reproductif. Fin du 19e, on a Weissmann avec les premières théorisations de l'existence d'un programme de vieillissement ou d'une mort programmée. Et début 20e, les premières théories biologiques du vieillissement avec notamment la théorie de l'empoisonnement d'Elie Metchnikoff. Donc Elie Metchnikoff qui avait postulé que le vieillissement serait causé par un empoisonnement progressif
de l'organisme par les micro-organismes contenus dans les intestins. Donc parmi les toutes premières théories biologiques du vieillissement, on trouve celle-ci. Lorsqu'on s'intéresse ensuite du coup à la biologie du vieillissement plus récente, telle qu'elle s'est constituée au XXe siècle, alors souvent quand on s'intéresse à la biologie du XXe siècle, on repart d'une célèbre distinction, célèbre en tout cas en philosophie de la biologie, proposée par Ernst Mayr en 1961, la distinction entre biologie fonctionnelle ou fonctionnaliste, biologie des causes prochaines, qui cherche à répondre à la question comment est-ce que tel ou tel processus se déroule, selon quel mécanisme. Et on oppose cette biologie à la biologie évolutionniste, biologie des causes ultimes, qui cherche à répondre à la question pourquoi. Et en particulier pourquoi est-ce que telle espèce est constituée de telle ou telle manière, pourquoi est-ce que telle ou telle caractéristique a été conservée par la sélection naturelle. Et du coup, c'est évidemment une distinction qu'on retrouve en biologie du vieillissement, où vous avez d'un côté, au XXe siècle, la biologie fonctionnaliste, qui cherche à répondre à la question comment l'organisme vieillit, par quel mécanisme sous-jacent. Et à l'opposé, ou en parallèle, la biologie évolutionniste qui cherche à répondre à la question pourquoi. Pourquoi est-ce que l'organisme vieillit? Et en particulier, j'ai déjà mentionné cette question, pourquoi un tel phénomène a été conservé par la sélection naturelle alors qu'il ne confère a priori aucun avantage reproductif. Du coup, au XXe siècle, alors sur le versant, on va commencer par le versant fonctionnaliste, on a, je pense que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, trois grandes théories évolutionnistes du vieillissement. Donc je vais les mentionner brièvement, on peut y revenir dans les questions si elles ne sont pas claires. Donc on a la théorie de l'accumulation de mutations de Peter Medawar, c'est la première, qui postule que le vieillissement serait causé par une accumulation de mutations aux effets délétères, mais dont les défaits ne se manifesteraient qu'en fin de vie, ce qui explique que ces mutations n'auraient pas été sélectionnées par la sélection naturelle. La deuxième, c'est la théorie de la pléiotropie antagoniste de George Williams, qui postule que le vieillissement serait lié en fait à l'existence de gènes, de mutations ou d'allèles à effet antagoniste, c'est-à-dire que des gènes, des mutations ou des allèles qui confèrent un avantage reproductif à un âge jeune, mais qui ont des effets délétères à un âge plus avancé. Typiquement, un gène ou une mutation qui serait responsable de la calcification des os. Il conférerait un avantage reproductif à un âge jeune pour la croissance et le développement de l'organisme, et il pourrait avoir des effets délétères plus tard, avec par exemple des phénomènes comme l'arthrose, qui seraient plutôt délétères. Et la troisième, c'est la théorie dite du soma disposable de Kirkwood, qui postule que chaque organisme disposerait dès la naissance d'une quantité d'énergie limitée qu'il pourrait choisir d'allouer soit à sa survie, soit à sa reproduction, soit à la conservation de son corps, de son soma. Et selon les choix qu'il ferait, eh bien, il vivrait du coup plus ou moins longtemps. Donc l'idée qu'il y aurait un équilibre à trouver entre survie, reproduction et conservation ou entretien du corps. Ces trois théories, elles coexistent, elles se poursuivent, elles coexistent jusque dans les années 70 et même dans les années 80. Et en fait, à partir des années 80, c'est vraiment le versant fonctionnaliste qui redevient dominant. Et en gros, depuis les années 80, pour le faire très grossièrement, hein, on a vraiment une focalisation sur les mécanismes du vieillissement, avec de manière tout à fait emblématique l'article dont je vous ai mis une illustration emblématique sur la droite, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'intitule The Hallmarks of Aging, donc les grandes caractéristiques du vieillissement, qui s'intéresse vraiment aux caractéristiques du vieillissement d'un point de vue cellulaire. Et donc vous avez des équipes qui se focalisent maintenant soit sur le rôle des agents antioxydants, soit sur la formation d'agrégats de protéines, soit sur la sénescence cellulaire, sur l'inflammation chronique liée à l'âge, ce qu'on appelle l'inflamm aging, soit sur la modification de la réponse immunitaire, l'épuisement progressif de cellules souches, etc., etc. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que depuis les années 80, on a globalement une biologie du vieillissement qui est mécanistique, donc qui s'intéresse au mécanisme, et réductionniste, donc qui s'intéresse au vieillissement à la plus petite échelle d'études possible, donc si possible cellulaire, voire moléculaire. Alors, ce nouvel intérêt pour les mécanismes du vieillissement, il s'accompagne évidemment de nouvelles difficultés, de nouveaux enjeux, de nouveaux questionnements, notamment comment est-ce qu'on concilie toutes ces explications, toutes ces théories du vieillissement, comment est-ce qu'on les hiérarchise, comment est-ce qu'on distingue les effets du vieillissement de ses causes, qu'est-ce qui est programmé, qu'est-ce qui est contingent, etc. Ça ne résout pas tout, hein, pour le dire simplement. Ce qu'on peut dire aujourd'hui de la biologie du vieillissement, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce que vous pouvez trouver dans mon livre, mais essentiellement la biologie du vieillissement, aujourd'hui c'est un domaine extrêmement varié, complexe, morcelé, qui véhicule et qui s'appuie sur de très nombreuses théories, sur des hypothèses de recherche multiples, parfois contradictoires, souvent controversées. Et surtout, ce qui est compliqué, c'est que vous avez souvent, et je pense que vous en êtes conscient, des positionnements limites,
parfois un peu extrêmes, notamment des dérives transhumanistes. Par exemple, pour n'en citer qu'un, le collectif SENS, donc Strategies for Engineered Negligible Senescence, donc stratégie pour un vieillissement négligeable, si vous voulez, qui a été fondé par Aubrey de Grey en 2002, parmi d'autres. Et donc la question qu'on peut se poser quand on s'intéresse à un domaine de recherche pardon, aussi complexe, c'est comment est-ce qu'on fait le tri parmi toutes ces théories, toutes ces hypothèses de recherche. Et c'est pour ça que je vais être obligée d'introduire une notion que je mobilise beaucoup dans mon ouvrage, qui est la notion de style de pensée, qui est une notion que j'emprunte à Ludwig Fleck, qui est un philosophe des sciences que tous les philosophes des sciences étudient à un moment ou à un autre de leur parcours, qui est surtout connu pour sa publication en 1934 de l'ouvrage que je vous ai remis sur la droite, Genèse et développement d'un fait scientifique. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais dans cet ouvrage, Ludwig Fleck explique la manière dont se constitue une discipline scientifique indépendante. Il prend l'exemple de la sérologie et il développe en fait toute une terminologie pour expliquer justement comment se développe une discipline scientifique avec des termes comme collectif de pensée, style de pensée, etc. Et parmi donc, ces termes, il explique que les faits scientifiques sont toujours générés par des collectifs de pensée, donc des communautés de penseurs, si vous voulez. Et il explique que chaque collectif de pensée possède son propre style de pensée qui est, donc je cite, caractérisé par les points communs des problèmes qui intéressent un collectif de pensée, le jugement que ce dernier considère comme allant de soi, et les méthodes qu'il applique pour élaborer ses connaissances. Pour le dire très simplement, le style de pensée, c'est le regard que le collectif de pensée va poser sur son objet d'étude. Donc moi, ce qui m'intéressait dans biologie du vieillissement, c'est de comprendre le style de pensée des biologistes du vieillissement aujourd'hui, donc le regard que la biologie du vieillissement pose aujourd'hui sur le vieillissement. Alors pour cela, la première chose que j'ai fait, ce que vous trouvez en tout cas dans ma première partie, c'est que je suis allée examiner les grandes théories biologiques du vieillissement. J'ai constaté que sur le versant pardon, évolutionniste de la biologie actuelle, vous avez toujours l'influence de ces trois grands modèles de vieillissement dont j'ai parlé, donc élaborés par Medawar, Williams et Kirkwood. Donc pour les citer une nouvelle fois, la théorie de l'accumulation de mutations, la théorie de la pléiotropie antagoniste et la théorie du soma disposable, qui continuent d'être mobilisées de manière plus ou moins explicite. Sur le versant fonctionnaliste, c'est beaucoup plus difficile. On a de très nombreuses théories biologiques du vieillissement, donc c'est compliqué de les identifier, c'est compliqué de les classifier. Et pour les présenter très simplement, il y a une distinction quand même qui revient de manière récurrente, qui est la distinction entre théorie du vieillissement programmé versus théorie du vieillissement par accumulation de dommages ou d'erreurs. Donc je vais repartir de cette distinction et je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous pouvez aller le consulter. C'est un article publié en 2010 par Kuhn Lin-Jin, qui est un biologiste, hein, qui publie un article intitulé Modern Biological Theories of Aging, dans lequel vous avez justement une classification, alors finalement assez grossière, entre les théories du vieillissement programmé à gauche et les théories du vieillissement par accumulation de dommages ou d'erreurs sur la droite. Si vous allez consulter l'article, il explicite à chaque fois chacune de ces théories. Je vais pas le faire, je pense que c'est pas l'endroit. Ce qu'il faut retenir, c'est d'une part qu'aucune de ces théories n'est finalement pleinement satisfaisante ou suffisamment convaincante en tout cas pour éliminer toutes les autres. Donc il y a une coexistence de différentes théories. Et par ailleurs, cette catégorisation entre théorie du vieillissement programmé et théorie par accumulation de dommages ou d'erreurs, elle est certes intéressante, mais la frontière entre ces deux catégories est tout à fait poreuse. Puisque si vous prenez par exemple la théorie immunologique sur votre gauche, la numéro 3, elle postule qu'il y aurait un déclin programmé du système immunitaire et donc qu'avec l'avancée en âge, l'organisme serait de plus en plus susceptible et fragile face aux agressions environnementales. Et donc, vous retombez en quelque sorte dans la théorie des dommages et erreurs, puisque l'organisme est de plus en plus exposé à l'accumulation de dommages ou d'erreurs. Donc, en fait, on a une biologie qui est finalement tiraillée entre deux extrêmes. D'une part, cette espèce de fantasme qui remonte à Weissmann que le vieillissement serait entièrement programmé par l'organisme, et à l'autre extrême, l'idée que le vieillissement serait exclusivement ou au moins essentiellement causé par des événements aléatoires ou stochastiques. Il y a d'autres exemples de classification, je ne rentre pas dans le détail, on peut y revenir dans les questions si ça vous intéresse. Vous trouvez ensuite dans mon livre une mention de quelques hypothèses de recherche récurrentes, je ne vais pas m'attarder. Je parle simplement de l'hypothèse d'une composante génétique du vieillissement, de l'hypothèse d'un équilibre, d'un compromis entre reproduction et longévité, dont vous avez peut-être entendu parler, la théorie mitochondriale ou théorie du double agent, l'hypothèse qu'il existerait une limite à la longévité maximale d'une espèce qui fait encore débat,
l'hypothèse aussi d'un lien entre sénescence cellulaire et vieillissement d'un organisme. Je les mentionne simplement, si vous voulez en reparler dans les questions, ce sera avec plaisir. Je préfère du coup moi arriver directement à la deuxième partie de mon ouvrage, à l'idée donc pour caractériser le style de pensée, donc encore une fois le regard que la biologie du vieillissement pose aujourd'hui sur son objet d'étude, c'est intéressant de se pencher sur les termes utilisés, donc sur la sémantique mobilisée par les biologistes pour parler du vieillissement. Et donc pour ce faire, bah, je me suis intéressée au discours, au concept, à la sémantique encore une fois mobilisée par les biologistes du vieillissement aujourd'hui. Et dans mon ouvrage, j'ai identifié, alors je vais aller assez vite là-dessus, c'est la partie peut-être plus philosophique, j'ai identifié ce que j'ai qualifié de notions pivots, donc des grandes notions, si vous voulez, de la biologie du vieillissement. Ce sont des notions qui sont employées aujourd'hui par les biologistes à l'oral et à l'écrit pour décrire ou pour analyser tout ou partie du vieillissement, qui sont souvent peu ou pas ou assez mal définies et qui pourtant sont des notions fécondes, opérationnelles, efficaces pour dire quelque chose du vieillissement. Donc qui ont suscité mon intérêt justement parce que il me semblait qu'elles disaient quelque chose du vieillissement aujourd'hui. Alors, je les mentionne simplement, donc j'en ai identifié 6, mais en échangeant notamment avec des gériatres d'ailleurs. J'imagine qu'il y en a d'autres et d'autres que je pourrais explorer à l'avenir. Donc, moi, j'ai travaillé la notion d'erreur, d'usure, de maladaptation, de fragilité, de vieillissement intrinsèque et de trade-off ou compromis en français. Très rapidement, donc ce sont des notions de nature et d'origine diverses, mais avec des caractéristiques communes. Donc encore une fois, elles ont ce caractère flou, indéfini, pas toujours uniformément comprises ou interprétées. Pourtant, ce sont des notions sur lesquelles il me semble que les biologistes se retrouvent ou semblent se retrouver. Et donc, ce sont, à mon avis, de véritables outils de réflexion qui disent quelque chose du vieillissement. Et ce sera d'ailleurs extrêmement intéressant d'avoir vos retours pour ceux et celles d'entre vous qui êtes des gériatres, sur ce que vous pensez, vous, de ces différentes notions. En tout cas, moi, en tant que philosophe, les questions que soulevaient ces notions, outre les aspects très philosophiques, puisque je me suis intéressée bah, le premier aspect, c'était de me demander comment les qualifier. Donc, voilà, est-ce que c'était des concepts essentiellement contestés, des images, des métaphores, des concepts flots, etc. Surtout, je me suis demandé ce que ces notions pouvaient nous dire de la biologie du vieillissement et plus précisément du regard, encore une fois, que les biologistes posent sur leur objet d'étude aujourd'hui. Donc, c'est vraiment cette question qui est au cœur de mon analyse. Alors, pour que ce soit un peu plus concret, je vous propose de revenir sur deux de ces notions qui étaient les deux termes sur lesquels vous sembliez être le plus unanime dans le questionnaire. Donc, la notion d'usure et la notion ou l'expression de vieillissement intrinsèque. Je vais essayer de passer assez rapidement, mais de rester toutefois clair. Donc, cette notion d'usure, c'est une notion qui, bien sûr, est utilisée dans le langage courant pour parler du vieillissement. Donc, parler du vieillissement comme une espèce d'usure de l'organisme, d'usure des organes. Elle est aussi présente dans la littérature pour décrire le vieillissement. Donc, je l'ai trouvée notamment, mais pas exclusivement, chez Simone de Beauvoir, Atul Gawande, Jean d'Ormesson, François Sagan, etc. Il se trouve qu'en biologie, la notion d'usure ne fait pas l'unanimité. C'est-à-dire que quand je suis allée interroger explicitement les biologistes, ils semblaient souvent réticents à utiliser cette notion pour parler du vieillissement ou pour caractériser le vieillissement. Pourtant, et ça m'a étonnée, c'est une notion qui reste présente dans la littérature scientifique et notamment, si vous avez fait attention, c'est une notion qui est aussi présente dans la classification de Kuhn-Lindgren de 2010 que je vous ai présentée tout à l'heure. Et donc ma question était, est-ce que cette notion d'usure, elle est pertinente pour décrire ou analyser ou appréhender le vieillissement? En d'autres termes, est-ce que le vieillissement peut être assimilé au moins partiellement à une forme d'usure du corps, des organes, des cellules, etc. Est-ce que finalement l'utilisation de cette notion ne serait pas plutôt métaphorique? Et qu'est-ce qu'en dit la biologie? Donc je suis vraiment repartie d'abord de la littérature biologique et je me suis demandé si dans la littérature biologique on pouvait trouver de véritables signes d'usure biologique, par exemple à l'échelle des cellules. Donc, je suis allée reconsidérer ces grandes caractéristiques du vieillissement et je me suis dit que bah, finalement, peut-être que certaines de ces caractéristiques du vieillissement pouvaient être considérées comme des formes concrètes d'usure. Donc, je vous donne deux exemples. On parle beaucoup maintenant de ce phénomène d'attrition des télomères, le raccourcissement de l'extrémité des chromosomes à chaque division cellulaire. Donc, en première approche, je me suis dit que c'était peut-être une forme d'usure à l'échelle de la cellule qui pouvait être liée au vieillissement, avec toutefois des limites. Donc, je rappelle ou je précise que toutes les espèces vivantes ne possèdent pas de télomérase, cette enzyme qui est responsable de la réplication des chromosomes et qui s'épuise et qui justifie que les chromosomes ne se répliquent pas tout à fait à chaque division cellulaire, pardon.
Et chez certains mammifères, on a une réplication grâce à la télomérase, mais la télomérase reste exprimée dans les tissus somatiques. Donc c'est quand même compliqué d'assimiler totalement le vieillissement à cette attrition de télomères. Deuxième exemple d'usure biologique à l'échelle des cellules, l'épuisement des cellules souches. Je me suis dit qu'en première approche, on pourrait considérer que c'est une forme d'épuisement progressif des réserves de l'organisme, peut-être de ses capacités de réparation. Toutefois, avec des limites, puisqu'il me semble difficile de réduire le vieillissement à l'épuisement progressif d'une population de cellules ou d'un certain type de cellules. Voilà. En tout cas, peut-être qu'il y aurait tout de même des formes d'usure biologique à l'échelle cellulaire. Et puis, je me suis dit que finalement, peut-être que cette notion d'usure, elle était simplement le reflet de certaines conceptions ou représentations de l'organisme vieillissant. Alors, conception qui pourrait être peut-être énergétique, ça pourrait faire écho à cette théorie du soma disposable de Kirkwood que j'ai évoquée précédemment. Ou alors peut-être plutôt économique, peut-être qu'on pourrait assimiler le vieillissement à l'épuisement d'un capital initial. Et donc en un sens, peut-être que cette notion d'usure renverrait davantage à notre compréhension, notre perception individuelle ou collective du phénomène. Et donc ce que je me suis dit, c'est, je me suis placée dans une perspective un peu plus historique, est-ce que cette notion témoignerait finalement de l'influence persistante de certaines d'anciennes théories ou croyances sur le vieillissement? Est-ce que cette notion pourrait faire écho à d'anciennes théories scientifiques ou philosophiques du vieillissement? Et donc, est-ce qu'il y a eu un moment, une époque, un auteur pour lequel la notion d'usure était pertinente pour parler du vieillissement? Alors, vous avez peut-être des idées, hein, si vous avez fait peut-être un peu d'histoire de la biologie. La première idée, la première piste que j'ai voulu creuser, c'est peut-être que cette notion d'usure, elle pourrait faire écho aux théories ou aux conceptions mécanistes. Donc, je suis allée regarder du côté du mécaniste de référence, qui est donc Descartes. J'ai regardé la théorie de l'homme-machine de Descartes. Et il se trouve que chez Descartes, le vieillissement n'est absolument jamais comparé à un phénomène d'usure. Descartes part du vieillissement comme d'un défaut de nutrition provoqué par des causes mécaniques. Il y a quelques rares mentions d'un phénomène d'usure chez les matérialistes du XIXe siècle, mais c'est très sporadique. Donc, c'était pas une piste tout à fait convaincante. Donc je me suis demandé si finalement cette notion d'usure pouvait renvoyer davantage aux théories élaborées plutôt par les courants vitalistes. Et donc, alors effectivement, on trouve chez Bichat des citations comme celle-ci. Donc il est de la nature des propriétés vitales de s'épuiser. Le temps les use dans le même corps, etc. Je ne lis pas la citation en entier, mais vous avez du coup l'idée de cette croyance en un principe vital ou une force vitale qui s'userait avec le temps, avec l'avancée en âge. Donc, en très gros résumé, la notion d'usure en biologie du vieillissement contemporaine, elle a une utilisation qui reste visible, mais qui est toutefois contestable, bien qu'elle soit peu contestée de manière explicite ou directe. Moi, ce que j'ai observé, c'est qu'elle continuait d'être employée par les biologistes du vieillissement, tant à l'oral qu'à l'écrit, pour parler du vieillissement. Et il me semble que son utilisation est tout à fait intéressante, puisque il me semble qu'elle permet de regrouper sous un même terme divers aspects du vieillissement à diverses échelles, à l'échelle moléculaire, à l'échelle des cellules, des organes, de l'organisme, etc. Il me semble aussi qu'elle s'oppose plus ou moins explicitement à l'hypothèse d'un vieillissement programmé, puisque quand on parle d'une usure, on parle d'une détérioration progressive, non systématique. Donc c'est en quelque sorte continuer à utiliser cette notion d'usure, c'est s'opposer à cette hypothèse d'un vieillissement et d'une mort programmée par l'organisme. Et puis, en quelque sorte, cette notion d'usure, elle renvoie à l'idée d'un déclin, d'une diminution des performances. Donc, il me semble qu'en un sens, elle illustre quelque chose. Elle illustre peut-être une certaine perception ou représentation ou conception du vieillissement, qui est plutôt de l'ordre de l'épuisement ou de la lassitude. Donc, il me semble que son utilisation reste intéressante et mérite donc d'être questionnée. Deuxième exemple, donc toujours pour illustrer ces grandes notions de la biologie du vieillissement, et bon, ça m'intéresserait aussi d'avoir votre retour sur ces notions, cette notion ou cette expression de vieillissement intrinsèque, qui est souvent d'ailleurs associée à cette notion de mort naturelle dont vous avez parlé, Monsieur Pradine, avec votre article que vous nous avez envoyé cet après-midi. Donc cette notion de vieillissement intrinsèque, c'est finalement moins une notion qu'une expression, hein, puisqu'on a deux termes à coller. C'est une notion qui est présente dans la littérature scientifique publiée en biologie du vieillissement. De manière tout à fait intéressante, elle est surtout présente en biologie du vieillissement de la peau, qui est l'organe par excellence exposé à l'environnement et aux agressions environnementales. Donc c'est peut-être qu'il faudrait en un sens réduire le collectif de pensée qui mobilise cette notion ou cette expression. Et elle est souvent mobilisée dans le cadre d'une opposition entre vieillissement intrinsèque versus un autre type de vieillissement qui serait le vieillissement extrinsèque. Quand j'ai échangé avec les biologistes du vieillissement, j'ai observé que c'était aussi une notion utilisée à l'oral.
Souvent, à l'oral, elle est utilisée pour désigner finalement la composante génétique du vieillissement. Donc on parlerait de vieillissement intrinsèque pour désigner cette partie génétique peut-être programmée du coup du vieillissement des individus. De la même manière, je me suis demandé dans quelle mesure est-ce que cette notion était pertinente pour appréhender le vieillissement biologique, à quelle réalité est-ce qu'elle renvoie, qu'est-ce qu'elle sous-entend, et surtout, ce qui me paraissait le plus intéressant, qu'est-ce qu'elle révèle de notre compréhension du vieillissement aujourd'hui. Alors, je vais essayer d'aller vite, de pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, j'ai observé que cette notion était utilisée dans au moins trois contextes, avec au moins autant de significations. Donc, d'abord, elle désigne très souvent, comme je l'ai dit, la composante génétique du vieillissement. Dans ces cas-là, le vieillissement intrinsèque, c'est le vieillissement normal d'un organisme, au sens de programmé par la génétique. À l'inverse, le vieillissement extrinsèque suppose l'intervention de facteurs extérieurs. Donc typiquement, le vieillissement extrinsèque de la peau serait lié à des rayonnements UV, la pollution, le tabagisme, etc. Deuxième contexte ou deuxième signification, le vieillissement intrinsèque désignerait l'évolution saine de l'organisme par opposition à toutes les maladies liées à l'âge. Donc ici, il y aurait en fait une distinction à faire entre deux évolutions, deux trajectoires possibles de l'organisme, soit saine, avec toutefois des symptômes ou des manifestations de ce vieillissement intrinsèque, soit pathologique, avec des maladies liées à l'âge. Et c'est ici, dans cette seconde signification, ce second contexte, que le vieillissement intrinsèque serait justement considéré comme la cause de ce qu'on appelle la mort naturelle, quand on n'a pas identifié de maladie ou de pathologie sous-jacente. Et troisième contexte ou troisième signification, le vieillissement est aussi parfois une catégorie pratique dans ces cas-là, utile pour expliquer certains symptômes, bien que son existence ontologique réelle soit discutable. Et dans ces cas-là, on parle de vieillissement intrinsèque avec une définition négative, c'est-à-dire que le vieillissement intrinsèque désigne toutes les modifications liées à l'âge qu'on ne trouve ni associées à des événements extérieurs, ni associées à une pathologie, ni associées à une prédisposition génétique particulière. Donc, c'est ce qu'on ne parvient pas à expliquer finalement. On parle du coup de vieillissement intrinsèque. Ce qui me paraissait encore plus intéressant, c'est que derrière la notion de vieillissement intrinsèque, on a un certain nombre de présupposés. On rentre ici dans les implications ou dans les sous-entendus de certaines notions utilisées en biologie du vieillissement. Ça sous-entend d'abord qu'il existerait un vieillissement normal qui serait observable chez tous les représentants de toutes les espèces, presque de toutes les espèces, donc ce serait normal ou intrinsèque au sens de naturel, par opposition au vieillissement extrinsèque qui serait toujours induit ou causé par certains facteurs extérieurs. Ça sous-entend aussi, et c'est peut-être encore plus important, que le vieillissement aurait à respecter une certaine temporalité, que finalement toutes les étapes du vieillissement seraient relativement prévisibles et devraient être en accord avec l'âge chronologique de l'individu considéré, sauf en présence de pathologie, par opposition au vieillissement extrinsèque, qui est parfois qualifié de vieillissement prématuré ou d'accéléré. Et cette notion de vieillissement intrinsèque, elle sous-entend aussi qu'il existerait une composante essentielle du vieillissement contre laquelle on ne pourrait pas lutter parce qu'elle ferait partie en fait de notre nature. Par opposition, le vieillissement extrinsèque renverrait à d'autres aspects du vieillissement modulables, voire évitables. Et serait du coup la manne pour la médecine anti-âge, bien entendu. Et dernier aspect qui est peut-être un peu plus subtil, mais je le mentionne tout de même, ça suppose aussi l'existence d'un processus universel qu'on appellerait le vieillissement. Donc c'est plutôt une hypothèse scientifique, l'hypothèse qu'il y aurait un processus commun à tous les êtres vivants et toutes les espèces, peut-être à quelques rares exceptions près, qu'on pourrait appeler vieillissement, ce qui ne va pas de soi, bien évidemment, et ce qui a été discuté par certains auteurs. J'ai identifié aussi du coup et j'ai travaillé d'autres notions pivots. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon je vais être trop longue, mais j'ai notamment travaillé celle de la notion d'erreur, donc le vieillissement parfois considéré ou interprété comme une accumulation d'erreurs, en particulier à l'échelle cellulaire. J'ai aussi travaillé la notion de fragilité qui est utilisée en gériatrie, donc j'imagine que certains d'entre vous auront peut-être envie d'en parler dans les questions. La notion de maladaptation aussi qui se focalise sur le lien ou les interactions entre vieillissement, enfin, individu vieillissant et environnement. Et la notion de compromis ou de trade-off avec toujours ces points communs. Donc ce sont des notions floues, ambiguës, mal définies et néanmoins, à mon sens, en tout cas ce que j'ai observé, fécondes, opérationnelles, efficaces pour dire ou travailler certains aspects du vieillissement biologique. J'en viens maintenant en fait à la troisième partie de mon ouvrage, donc la biologie du vieillissement au sein de la société actuelle.
Et donc, je vous rappelle que l'objectif de l'examen de ces 6 notions pivots, c'était de parvenir à caractériser le style de pensée de la biologie du vieillissement, donc le regard que la biologie du vieillissement pose sur le vieillissement aujourd'hui. Et donc, pour ce faire, au-delà du contenu explicite, je me suis intéressée à tous les éléments implicites, donc les connotations négatives, les sous-entendus, les présupposés de ces différentes notions. Et je me suis du coup demandé ce que ces différents éléments révélaient du regard que les biologistes posaient sur le vieillissement aujourd'hui et s'il méritait d'être du coup questionné. Et donc toute ma partie 3 porte sur quelques biais, quelques particularités de la biologie du vieillissement sur lesquelles on va pouvoir revenir et puis peut-être discuter dans la partie discussion ou débat. Je vais les énumérer et je reviendrai sur certains d'entre eux. J'ai montré donc qu'en biologie du vieillissement, on avait toujours une forme de pathologisation du vieillissement, c'est-à-dire que le vieillissement est souvent considéré comme ou appréhendé comme une pathologie. J'ai montré qu'on avait une forme, souvent une absence de consensus en biologie du vieillissement parmi les spécialistes du domaine. J'ai montré aussi qu'on avait une forme de réinvestissement de vieilles idées préscientifiques en biologie du vieillissement, encore un terme emprunté à Fleck, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, une forme d'anthropocentrisme et que la biologie du vieillissement était très influencée par nos représentations, les représentations qu'on avait de ce phénomène. Donc, très, très brièvement, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais sur la question de la pathologisation du vieillissement par la biologie, c'est en fait assez facilement observable si vous constatez donc cette utilisation abondante et récurrente du vocabulaire de la pathologie dans la littérature publiée en biologie du vieillissement aujourd'hui. Donc si vous regardez par exemple ces 12 hallmarks, ces 12 caractéristiques de la biologie du vieillissement pardon, à l'échelle cellulaire, vous trouvez ces termes dérégulation, altération, dysfonctionnement, dommage qui sont tout à fait caractéristiques de la maladie. Vous avez aussi, alors je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais la littérature biologique repose énormément sur l'exploitation, l'exploration d'un parallèle qui est parfois réel, parfois simplement supposé, entre le vieillissement et certaines maladies liées à l'âge, maladies neurodégénératives ou cancer. Donc vous avez toute une littérature sur ce parallèle entre vieillissement et cancer qui est envisagé de différentes manières. Je ne rentre pas dans le détail. Et puis vous avez deux thématiques qui sont très récurrentes en biologie du vieillissement, ce qui à mon avis mérite d'être questionné. Le thème de la prévention et l'autre, c'est la thématique de la thérapeutique. Donc on a, alors sans trop rentrer dans le détail, on a une dimension très interventionniste de la biologie actuelle qui est très tournée vers l'action, action contre le vieillissement, qui devient évidemment emblématique en médecine anti-âge. Et puis l'autre thématique, c'est la thérapeutique, où on parle beaucoup aujourd'hui dans la littérature scientifique de remèdes contre le vieillissement avec le minimum d'effets secondaires, de cibles pharmaceutiques à identifier, etc. Ce qui ne va pas évidemment sans poser un certain nombre de problèmes. Ce phénomène de pathologisation, il a été identifié et dénoncé par d'autres auteurs, hein. Je ne suis pas la première, je ne suis pas la seule. Si ça vous intéresse, il y a un article très intéressant qui a été publié en 2019 par Alan Cohen et ses collègues qui s'intitule Is Aging Biology Ageist? Donc, est-ce que la biologie du vieillissement est agiste? Il fait 3 pages, il est relativement facile à lire si vous lisez l'anglais couramment. Et ces auteurs dénoncent vraiment, donc dans le même idée, dans le même ordre d'idée, l'utilisation de termes toujours très négativement connotés en biologie, où on parle par exemple d'immunosénescence, de déclin lié à l'âge, etc. Et donc, il dénonce la tendance de la biologie actuelle à mettre toujours l'accent sur les déclins fonctionnels, plutôt que sur, par exemple, des processus d'adaptation ou des phénomènes de plasticité avec l'avancée en âge. Et donc, il dénonce en fait plus généralement une forme d'agisme dans la biologie actuelle. Moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce que l'utilisation de ce vocabulaire de la pathologie, est-ce qu'elle est justifiée? Est-ce que c'est par absence d'alternative qu'on utilise le vocabulaire de la pathologie? Est-ce que c'est simplement une question de sémantique, une question pour les philosophes, ou est-ce que ça reflète vraiment un certain style de pensée caractéristique de la biologie du vieillissement? Alors, ce que j'ai fait d'abord, c'est que je me suis demandé, j'ai cherché à justifier cette pathologisation du vieillissement, donc j'ai trouvé des raisons hein, qui sous-tendent de manière tout à fait sérieuse cette pathologisation du vieillissement par la biologie, notamment des raisons pratiques ou pragmatiques. Lorsque les biologistes s'intéressent au vieillissement et qu'ils recherchent des financements, il est indispensable pour eux d'envisager et de mentionner les implications concrètes de leur recherche, et c'est pour ça qu'ils parlent souvent de stratégies de prévention, parfois de solutions thérapeutiques.
Des solutions théoriques aussi, puisque je vous l'ai dit, pendant très longtemps, l'étude du vieillissement est longtemps restée marginale pour la biologie. À l'inverse, ça fait des siècles maintenant qu'on s'intéresse à la description, l'analyse, le traitement des pathologies. Et donc on a là un cadre conceptuel de la pathologie qui est solide, qui est façonné depuis des siècles, et c'est en quelque sorte normal, hein, de le reprendre pour appréhender ce phénomène qu'est le vieillissement, même si ce n'est pas une maladie. Et des raisons biologiques, puisque, vous le savez tous, on a de très nombreuses manifestations du vieillissement qui sont plus ou moins, en tout cas qui sont similaires aux symptômes de certaines pathologies, comme le déclin fonctionnel, l'instabilité génomique, etc. Et donc on a de fait, sur le plan biologique, une frontière poreuse entre vieillissement et maladie, donc un espace de confusion créé de fait. Pourquoi est-ce que c'est un problème maintenant d'avoir cette pathologisation systématique du vieillissement en biologie? Donc quelques mots, je vais aller assez vite. D'abord, ça reflète pas forcément la réalité. Et ça, c'est une remarque que m'avait fait un gériatre au début de ma thèse. Il me disait, en fait, entre vieillissement et maladie, on a simplement une convergence des cibles biologiques, c'est-à-dire une simple convergence des entités de l'organisme, si vous voulez, qui vont être affectées. Ça ne va pas au-delà. Maintenant, du coup, on a des similarités, mais ça s'arrête à là. On a aussi, ça vous pouvez tous vous le représenter, des limites à cette comparaison entre vieillissement et maladie, puisque quand on parle de vieillissement, on ne peut pas l'appréhender exclusivement comme une maladie. En particulier, on n'a pas de groupe contrôle. On n'a pas de groupe d'individus qui ne vieillissent pas et qu'on pourrait étudier par rapport aux individus vieillissants. On a aussi, bien entendu, deuxième conséquence ou deuxième problème, des implications non négligeables, avec notamment ce vocabulaire qui est toujours négativement connoté, qui véhicule l'image d'une vieillesse maladive et le fait que un organisme vieillissant finalement est toujours appréhendé par rapport à un organisme jeune qui va fixer la norme, fixer le normal. Et troisième aspect, on a bien entendu des conséquences pratiques à cette pathologisation du vieillissement, conséquences qui pourraient être éventuellement, alors là je m'en remets à votre expérience, qui pourraient peut-être être positives, avec, en assimilant le vieillissement à une maladie, peut-être qu'on pourrait avoir une amélioration de la prise en charge, la possibilité de mettre en place des solutions thérapeutiques, l'ouverture de certains droits économiques et sociaux, un accompagnement psychologique, que sais-je, mais surtout, à mon avis, des conséquences négatives avec une dévalorisation perpétuelle de la vieillesse, du vieillissement, des personnes âgées, une forme d'agisme. Sur le plan de la recherche aussi, possiblement une mauvaise priorisation des objectifs de recherche. Et enfin, troisième aspect, c'est que bien entendu, cette pathologisation du vieillissement, elle donne du poids aux théories, aux positions et aux revendications de la médecine anti-âge, dont je n'ai pas parlé, mais dont on pourra reparler éventuellement dans les échanges et les questions. Ça, c'était donc pour le premier aspect sur la pathologisation du vieillissement. Deuxième aspect, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais on a une absence de consensus aujourd'hui en biologie du vieillissement. C'est un constat qui a été formulé encore une fois par Alan Cohen et ses collègues dans un article publié en 2020. Alors il est un peu plus long, mais vous pouvez aller le consulter si ça vous intéresse. C'est très intéressant. Les auteurs euh, constatent qu'on a un désaccord marqué et quasi total dans ce domaine, y compris sur les questions les plus fondamentales. Qu'est-ce que c'est le vieillissement? Quand est-ce qu'il commence? Est-ce qu'on peut lutter contre le vieillissement, etc. Qui montre que c'est un domaine qui est extrêmement morcelé. Pour ces auteurs, c'est un problème, donc ils proposent des solutions. Moi, j'ai rédigé du coup un article et publié un article pour répondre à ce constat, dans lequel alors je vais pas trop rentrer dans le détail, mais j'explique qu'à mon avis, il y a plusieurs attitudes possibles face à ce constat. Ça justifie que la philosophie s'intéresse au vieillissement. Ça s'explique aussi par la nature particulièrement complexe de ce phénomène. Et puis, ça reflète aussi une certaine forme de pluralisme qui persiste en biologie du vieillissement et qui pourrait tout à fait être féconde, puisque en conservant une pluralité d'approches diverses sur ce même phénomène, on arrive peut-être à des résultats plus significatifs, plus proches de la réalité. Je parle aussi genre je l'ai évoqué tout à l'heure, de ce retour, de ce réinvestissement de vieilles idées préscientifiques. Alors là, c'est encore une fois une expression que j'emprunte à Fleck. Lorsque Fleck parle de vieilles idées préscientifiques, il s'intéresse à d'anciennes idées, au sens de profanes qui ont circulé dans l'espace public avant d'atteindre les disciplines scientifiques. Ce sont des idées qui, selon lui, contribuent à entretenir une ambiance sociale puissante et qui ensuite orientent et structurent la recherche dans une discipline scientifique donnée.
Moi, lorsque je m'intéresse aux vieilles idées préscientifiques en biologie du vieillissement, en fait, je m'intéresse à l'influence de certaines recherches qui ont été menées par des collectifs ayant précédé la biologie du vieillissement. Donc, c'est plutôt préscientifique au sens d'antérieur ou de précurseur. Donc, ce sont de vieilles idées, d'anciennes croyances, d'anciennes théories qui ont peut-être plusieurs siècles, mais qui continuent de dynamiser la recherche dans ce domaine et qui continuent d'influencer la manière dont les biologistes appréhendent le phénomène et le regard qu'ils posent du coup sur le vieillissement. Et donc, par exemple, dans mon livre, je m'intéresse à l'hypothèse d'un lien entre vieillissement et nutrition, et je remonte à l'Antiquité, je montre que ce lien entre vieillissement et alimentation, nutrition du corps, je montre que c'était une hypothèse qui était déjà présente, notamment chez Platon, dans le Timée de Platon. On pourra en reparler aussi si ça vous intéresse plus spécifiquement. En tout cas, moi j'estime que c'est un réinvestissement ou un retour de vieilles idées qui mérite d'être questionné. On peut se demander s'il est toujours justifié. On peut aussi chercher à l'interpréter. Est-ce qu'il dit quelque chose de notre compréhension du vieillissement? Est-ce que ces anciennes idées, elles permettent de rendre compte peut-être de certains aspects du vieillissement dont la biologie aujourd'hui ne tient peut-être pas suffisamment compte? Donc est-ce qu'il faut les reconsidérer? Voilà, tout ça, c'est des questions que j'explore dans mon ouvrage. Et ensuite, je m'intéresse à la fin de ma troisième partie à d'autres caractéristiques qui, à mon sens, reflètent également un certain style de pensée, donc encore une fois, un certain regard que les biologistes posent sur leur objet d'étude, notamment une certaine tendance à l'anthropocentrisme. Donc c'est une biologie, la biologie du vieillissement aujourd'hui, c'est une biologie qui est très anthropocentrée, qui est élaborée essentiellement à partir de l'humain et pour l'humain. Donc ce qui suppose un certain nombre de biais dans le choix des organes étudiés, le choix des animaux modèles sélectionnés, le choix des phénomènes étudiés, etc. On a beaucoup de données sur le vieillissement des mammifères, des oiseaux, très peu sur d'autres espèces jugées moins dignes d'intérêt et très peu sur le vieillissement des plantes en particulier, alors que ça pourrait être tout à fait intéressant et pertinent. C'est une biologie aussi qui est très tournée vers l'action. C'est évidemment encore plus emblématique dans le cas de la médecine anti-âge. Et par ailleurs, je montre aussi que la biologie du vieillissement est très influencée par nos conceptions et nos représentations du vieillissement, avec toujours cette idée globalement, c'est des conceptions et représentations très négatives, et avec du coup cette forme d'agisme qui a été dénoncée aussi par d'autres auteurs. En conclusion, puisque je vois que le temps tourne, je conclus à mon livre en faisant une espèce de plaidoyer pour une rebiologisation du vieillissement. Alors, effectivement, ce que je montre dans mon livre, c'est que cette biologie du vieillissement contemporaine, elle est certes caractérisée par un certain style de pensée. C'est une biologie qui est, j'espère l'avoir montré, assez imparfaite, biaisée, influencée beaucoup par nos représentations individuelles et sociales du phénomène qui sont pas toujours positives. Et néanmoins, c'est une biologie qui, à mon avis, ne peut plus être écartée d'une réflexion plus générale sur la question du vieillissement. Et donc, tout l'objet de ma conclusion, c'est d'essayer de soutenir l'idée qu'il est, à mon avis, aujourd'hui indispensable de repenser la place de la biologie du vieillissement dans notre société actuelle et en particulier dans les débats et les échanges aujourd'hui sur la question du vieillissement. Donc l'idée, ce serait, alors je développe pas, mais l'idée, ce serait vraiment d'ajouter la perspective biologique aux autres perspectives sur le vieillissement. Et j'ai mis une dernière slide qui pourrait peut-être ouvrir aussi le débat. C'est en se questionnant justement sur ce regard que les biologistes posent sur le vieillissement, on questionne aussi du coup l'attitude qu'on choisit d'adopter face au vieillissement. Et à ce sujet, j'aimerais du coup conclure cette intervention en parlant d'un article qui a été publié en 2015 par deux de mes collègues, Julie Henry et Sarah Carvalho, en français, donc tout à fait lisible, accessible, dans lequel ces deux collègues parlent de trois interprétations possibles de la vieillesse et donc de trois attitudes possibles que l'on peut adopter face au vieillissement et à la vieillesse. Donc très brièvement, la première, c'est le prisme de la médecine anti-âge. C'est cette attitude ancrée dans cet idéal d'une maîtrise de soi. Donc là, l'idée, ce serait que l'objectif principal, ce serait de parvenir à ralentir ou à contrôler le vieillissement à tout prix par la technique, par la connaissance scientifique. Deuxième attitude possible face au vieillissement, c'est se dire qu'on va penser le vieillissement en termes de réussite. Donc l'objectif, c'est de réussir son vieillissement. L'objectif aussi, c'est d'apprendre à responsabiliser les individus qui doivent, dans nos sociétés aujourd'hui, disposer des moyens nécessaires pour réussir justement leur vieillissement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la position qui a été adoptée depuis quelques années par la plupart des pays européens. Apprendre aux individus, aux citoyens, à réussir leur vieillissement et leur donner les moyens de le faire. Et troisième attitude qui me paraît extrêmement intéressante, c'est d'apprendre à appréhender le vieillissement comme une phase de l'existence à part entière,
même si elle est caractérisée par peut-être une certaine fragilité, par certains symptômes, etc. Et ici, l'objectif, c'est de redonner, d'apprendre à redonner une valeur propre à la vieillesse et au vieillissement, de la reconsidérer pour apprendre à désirer la vieillesse et le vieillissement plutôt que de chercher à tout prix à les éviter. Et il me semble que cette troisième attitude face au vieillissement est la plus souhaitable, la plus louable. Et deuxièmement, il me semble que un travail sur le langage, sur la sémantique utilisée pour parler du vieillissement en biologie et même de manière plus générale, pourrait tout à fait contribuer, au moins en partie bien entendu, à s'inscrire dans cette troisième perspective. Voilà, je vous laisse avec ces trois considérations et bien entendu, je vous remercie pour votre attention et je suis désolée pour les problèmes de connexion divers et variés. Alors, tout ça n'est pas grave du tout. Ce qui est possible, si vous voulez, ça sera de reprendre peut-être les quelques éléments qui nous ont échappé au départ, soit au cours de ce débat, soit secondairement, si c'est pas trop vous demander, que de reprendre une fois que j'aurai revu exactement ce qui a pu être défectueux, qui est pas très long au départ. On pourrait le refaire, si vous voulez, et le rajouter au replay de façon à ce que les choses ne soient pas perdues. Mais Tout à fait. nous en discuterons ultérieurement. Alors, je vais peut-être arrêter le partage d'écran, si vous êtes d'accord, Oui. de façon à ce que nous nous voyions tous. Euh, et en tout cas, qu'il y ait la possibilité de lever la main. Alors, il y a déjà des personnes qui lèvent la main. Je vois déjà Jocelyne qui a levé la main. Vous voulez réactiver votre micro, Jocelyne, si c'est vous qui avez levé la main, je pense. Et sinon, en attendant, parce que là, je ne vois toujours rien venir. En attendant, est-ce que vous avez déjà des remarques par rapport des remarques ou des questions, bien sûr, par rapport à cet exposé très riche, très dense? Alors, je vois que, alors, Georges, là, pour le coup, est-ce que tu veux parler, Georges? Georges Oui, Tessec. bonjour Bernard, bonjour à tous et merci Guillermin pour cet exposé donc, qui est très complet, qui est donc une photographie donc, de vieillissement faite au grand angle. Voilà, donc il y a des choses en fait, qui m'ont fait soulever pas mal de remarques. Pour ça, d'abord, donc, il n'y a pas de groupe au contrôle dans le vieillissement, pour les études de vieillissement. Et pourquoi? C'est que c'est un phénomène universel. Les êtres vivants vieillissent, les animaux vieillissent, le béton vieillit, l'acier aussi, et même notre soleil. Voilà, ça c'est donc une première remarque que je voulais faire pour ça. Ensuite, donc, le vieillissement vu par les médias, il y a deux aspects. Il y a les médias qui vous montrent des retraités actifs et heureux, mais pas souvent des personnes donc, qui sont malades ou handicapées ou vraiment donc très affectées par le vieillissement. Là. Et ensuite, donc, la budget du vieillissement, donc, quel est l'objectif? C'est donc de mieux le comprendre, c'est de améliorer la qualité de vie, pour ça ou bien la longueur de la vie. Voilà donc petit peu les questions qui se posent un petit peu quand on parle de vieillissement, qui est bien sûr donc l'antipode de l'éternité. Oui, Euh, Georges est médecin, hein. Je le présente parce que je pense que c'est important de voir sous quel angle il Ah pose la ben oui, question. je vais réagir sur vos différents points. Effectivement, quand vous dites que c'est un phénomène universel. Alors, un point d'entrée de certains biologistes du vieillissement, c'est justement de s'intéresser aux espèces qui semblent ne pas vieillir. Je l'ai évoqué brièvement, mais voilà, vous savez, il y a des espèces chez lesquelles on observe. Alors, elles vieillissent puisqu'elles sont soumises au passage du temps, mais vous avez des espèces tout à fait passionnantes qui ne sénescent pas, en tout cas, chez lesquelles on n'observe pas de sénescence. C'est-à-dire que leur probabilité de mourir avec l'avancée en âge reste constante ou diminue. Par exemple, les tortues de Blanding, non seulement leur probabilité de mourir diminue avec l'avancée en âge, et en plus, plus elles sont âgées, plus elles se reproduisent, plus leurs capacités reproductives sont importantes. Vous avez aussi des plantes, par exemple le pin de Bristol Cone, chez qui vous avez une pollinisation qui explose avec l'avancée en âge et un taux de mortalité qui est quasi constant, voire qui décroît avec le temps. Donc c'est un phénomène universel tout de même.
il y a quand même cet intérêt récurrent pour certaines espèces qui, étonnamment, alors vous parliez peut-être de l'être humain, et dans ces cas-là, effectivement, je vous rejoins, hein. Sur la question de la représentation par les médias, évidemment, je pense que c'est tout à fait problématique. Et alors, à mon échelle, ma toute petite échelle, justement, il me paraissait important de souligner avec d'autres collègues que déjà, les termes qu'on utilise pour parler du vieillissement, parler de déclin, de sénescence, d'altération, de dérégulation, pouvaient être questionnés. Peut-être qu'on peut parler autrement du vieillissement en insistant sur les capacités plastiques en fin de vie, les possibilités d'adaptation, une forme de création organique à certaines échelles. Ça pourrait permettre peut-être de déplacer un petit peu le regard qu'on pose sur le vieillissement. Et je ne sais plus ce que vous aviez dit en dernier. Euh, Alors, oui, l'objectif donc, de la biologie, justement, c'était que ce soit donc, pour améliorer la qualité de vie ou oui, prolonger la vie. oui. C'est un débat palliatif, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, alors bon, les objectifs sont multiples. Ce qui, moi, m'avait beaucoup questionné, c'était une étude que ma directrice de thèse m'avait fait lire et qu'elle avait citée dans un de ses ouvrages. Elle a écrit un ouvrage qui s'intitule La valeur de la vie. Et elle citait un ouvrage qui montre une étude, pardon, qui montrait qu'il y avait une grosse différence entre les objectifs annoncés de la médecine anti-âge et même de la biologie du vieillissement, qui est pourtant plus mesurée, et les attentes effectives des personnes âgées, qui souvent, alors vous me confirmerez ou non, voilà, selon vos âges respectifs d'ailleurs, qui souvent préfèrent conserver une qualité de vie, une forme d'autonomie, et ne désirent pas nécessairement une longévité à tout prix, si vous voulez. Et elle avait publié du coup un article, vous pouvez aller le lire si ça vous intéresse, qui s'appelle La longévité ou le désir de longévité à l'épreuve de la vieillesse, pour montrer justement que les attentes des individus âgés ne sont pas forcément en phase avec les objectifs visés par la recherche. D'accord, mais je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Alors, j'attends d'autres remarques et d'autres questions, et en attendant, si vous voulez, je vais quand même m'exprimer un peu à mon tour. Il y a des mots qui trahissent, en effet. Je pense que quand on parle de fragilité, euh, c'est un cadre de santé philosophe qui disait ceci, il disait, mais la fragilité, ce sont les objets. Il faudrait parler de vulnérabilité. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que c'est de la traduction de frailty, en vérité, hein, et on voit que d'ailleurs, c'est amusant de voir comment Linda Fried fait partie des auteurs de l'article qui critique vis-à-vis de la dimension agiste. Mais peut-être que l'usure aussi est une dimension d'objet, un outil qui s'use, un dispositif mécanique ou électronique, enfin en tout cas matériel qui va s'user. Donc ça, c'est jusqu'à quel point ça n'est pas une transposition de ce qu'on peut observer en quelque sorte de quelque chose qui, et là c'est le revers de la médaille, de quelque chose qui ne sera plus utile parce qu'il est usagé en quelque sorte, parce que il a servi, hein. Et il a suffisamment servi pour on le laisse de côté. Est-ce que c'est une réflexion que vous avez pu avoir aussi? Sur la notion d'usure, tout à fait, je pense que c'est directement, et d'ailleurs Kun Jin que j'ai cité dans son article de 2010, écrit explicitement que cette théorie de l'usure, elle est directement inspirée de ce qu'on observe chez les objets physiques, matériels qui nous entourent. On décrit le vieillissement comme un phénomène d'usure parce qu'on n'a pas d'autre manière de le décrire, parce qu'on observe que les objets avec le temps s'usent et que du coup on fait un parallèle plus ou moins explicite avec ce qu'on observe autour de nous. Sur la question de la fragilité, je pense qu'effectivement, il y a déjà ce problème de la traduction de l'anglais. Et d'ailleurs, je mentionne brièvement, mais dans mon introduction de mon ouvrage, que je m'intéresse quand même à une biologie essentiellement anglophone. Et donc, on pourrait se poser la question de savoir si je m'étais intéressée à une biologie plus locale, soit exclusivement francophone ou exclusivement, je sais pas, chinoise, par exemple. Est-ce que les résultats auraient été différents? Le fait est que cette notion de frailty ou fragilité en français est de plus en plus utilisée. Elle a d'abord été utilisée beaucoup par les gériatres à partir des années 80 et 90, et puis elle a été transposée à la biologie,
où on a essayé de quantifier le degré. Alors, je ne sais pas si vous l'avez tous en tête, mais on a aujourd'hui différents moyens de quantifier la fragilité d'un individu âgé. On montre que la fragilité augmente avec l'avancée en âge, qu'on peut identifier peut-être les individus âgés les plus fragiles, peut-être dans une logique de prévention. Voilà, et moi, il y a toujours cette dimension, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette dimension quantitative qui me dérange souvent, où on essaye de quantifier le degré de fragilité d'un individu ou d'estimer, du coup, de calculer le degré de vieillissement, du coup, d'un individu par rapport à un autre, qui, moi, à mon avis, ne va pas s'en poser un certain nombre de problèmes. Bon, comme je vois que personne ne réagit pour l'instant, je continue et je rebondis sur ce que vous dites. La notion, ah, Monsieur Bramy va vouloir intervenir, donc je vais réagir et puis lui passer la parole. Quand vous parlez de fragilité, de l'intérêt que les gériatres y portent, en fait, c'est surtout Linda Fried qui l'a lancé au début des années 2000, hein. Et c'était surtout dans l'idée qui est actuellement dominante dans le milieu gériatrique, qu'il y aurait entre le vieillissement robuste et la dépendance une étape intermédiaire réversible, ce qui, bon, n'est pas complètement démontré à mon avis. Mais enfin, bon, en tout cas, c'est comme ça que les choses sont vues avec une définition de la fragilité qui a d'abord été celle de Fried, et puis ensuite d'autres évolutions. On ne peut pas dire qu'il y ait une véritable standardisation de la fragilité de la personne âgée, même si le concept fait son chemin et passe en pratique, par exemple, sur ICOP, enfin des outils de dépistage, vous parliez de prévention, en effet, c'est dans ce sens-là. Mais peut-être, alors, soit vous réagissez, soit je passe la parole à Gérard Bramy, dont le micro est coupé pour l'instant et qui était directeur d'EHPAD, enfin, je me permets de vous présenter, directeur d'EHPAD et directeur d'hôpital aussi pendant 40 ans et auteur prolixe, alors vraiment prolifique, hein, de nombreux ouvrages. Voilà. D'accord. Gérard, c'est à vous, à moins que Clémence, vous vouliez réagir. Je ne sais pas. Je vais vous laisser poser votre question peut-être, et puis voilà, je Oui, pense que c'est des considérations, on y reviendra. Merci beaucoup. oui, merci bien. D'abord, félicitations pour vos explications. Voilà, comme l'a très bien dit le docteur Pradine, effectivement, j'ai travaillé dans des EHPAD surtout, hein, pendant de très nombreuses années. Et c'est vrai que, alors, ce que je vais vous dire, ça va sortir un petit peu du cadre traditionnel. Chaque fois qu'on aborde la question du vieillissement, il y a derrière une question, je dirais, pratico-philosophique, qui est celle de la mort. Alors, vous savez que dans certaines traditions théologiques, hein, j'aime bien m'y référer, même si je ne suis pas forcément pratiquant ni croyant, dans certaines croyances, vous savez qu'on dit par exemple que le célèbre ancêtre Abraham, quand il a vu qu'on mourait avec une apparence de jeune, a fait en sorte de transformer l'humain et de faire que son vieillissement corrobore cette notion de mort. Effectivement, c'est quelque chose de très important. Alors, l'interrogation que j'ai en tant que vraiment enfin, quelqu'un qui a fréquenté avec un immense plaisir des personnes très âgées, je le précise, qui les a parfois accompagnées dans les derniers moments, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une terminologie qui est utilisée et qui tente de positiver ce vieillissement inéluctable et cette mort inéluctable. Vous voyez, par exemple, je reprends ce qu'avait dit une députée en disant on ne va plus parler du vieillissement, mais d'avancée en âge. Le concept d'avancée en âge est une tradition, le bien vieillir. Vous savez que la dernière loi de 2024 évoque ce bien vieillir. Et on a l'impression d'un combat, je ne sais pas ce que vous en pensez, entre positivité et négativité. Alors, dernier élément d'approche, j'ai lu, je ne crois pas me tromper, j'ai lu que beaucoup de millionnaires ou de milliardaires faisaient des dons très forts pour essayer d'avoir des avancées scientifiques, pour essayer de reculer le vieillissement dans ce qu'il est négatif et de faire en sorte que ce vieillissement puisse devenir positif avec des capacités physiques reconstituées, etc. Est-ce que vous pensez que nous sommes dans un désordre d'analyse en termes de biologie du vieillissement? Ou est-ce que vous pensez qu'on a toujours une difficulté à se positionner et que, bon, probablement que votre réflexion vient au bon moment pour essayer d'amener une autre réflexion plus classique sur le vieillissement?
Euh, oui, alors il y a plusieurs aspects. À la fin, pardon, je pense que ce que vous évoquez à la fin, c'est donc toutes ces tendances de médecine anti-âge qui sont très à la mode aujourd'hui aux États-Unis. Et alors, j'aimerais répondre d'abord sur le premier point, donc cette idée d'un combat entre positivité et négativité. Effectivement, je pense qu'il y a deux tendances. Il y a une tendance toujours à pathologiser beaucoup, à avoir une vision très négative du vieillissement, et puis une volonté peut-être gouvernementale de revaloriser la vieillesse et les personnes âgées. J'avais été très enfin, touchée par une intervention justement des deux philosophes que je citais tout à l'heure, Julie Henry et Sarah Carvalho, qui faisaient remarquer qu'il y a encore quelques décennies, je crois, la vieillesse, pardon, l'enfance, la petite enfance n'était pas du tout considérée comme l'âge béni qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'attachait pas aux enfants, ils mouraient énormément, puis c'était pas très intéressant. Le but c'était qu'ils puissent travailler assez rapidement, il y a quelques décennies du coup quand même. Et elles avaient terminé leur intervention en disant, ça a vraiment été complètement transformé depuis quelques décennies maintenant. Maintenant, la petite enfance, c'est l'âge doré, l'âge de tous les possibles, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire le même genre de transformation ou d'évolution à l'autre extrémité de la vie? C'est-à-dire redonner une certaine valeur sur les bases que l'on veut, bah, selon les expériences des uns et des autres, pour essayer de redonner une valeur à cet âge de la vie qui vaut pas finalement moins qu'un autre et qui pourrait tout à fait être valorisé et on pourrait identifier des points sur lesquels on pourrait redonner une valeur à l'expérience, au rôle de la transmission, etc. Bon, j'imagine que vous avez des idées beaucoup plus concrètes que moi à ce sujet. En tout cas, il y a probablement quelque chose à faire à ce niveau-là pour redonner une valeur à cet âge. De toute façon, à mon sens, on sera obligé de le faire vu les changements démographiques aujourd'hui et le nombre de populations, enfin la fraction de la population âgée qui augmente de manière exponentielle. Donc, je pense qu'on va être obligé à un moment ou à un autre de passer par là. Et il faudrait peut-être qu'on soit un peu plus moteur dans cette évolution. Effectivement, après, vous avez tout ce courant de la médecine anti-âge. Alors, bon, moi je suis relativement critique à enfin tout ce qui relève du transhumanisme, à la volonté de lutter contre le vieillissement, d'arrêter le vieillissement, de rajeunir, voilà, d'inventer toutes sortes de théories ou de pratiques pour lutter contre le vieillissement. Je pense que ça relève de l'utopie, du rêve, effectivement. Maintenant, c'est ce que j'essayais de dire, mais je l'ai peut-être dit trop vite quand je reparlais des réponses au questionnaire. Ce que j'ai vu, moi, en retraçant l'histoire de la biologie du vieillissement, c'est que la médecine anti-âge et ses croyances en la possibilité d'arrêter le vieillissement, de rajeunir, etc., ont vraiment dynamisé aussi la recherche en biologie du vieillissement. C'est-à-dire que comme il y avait là-dedans des fonds privés, des gros instituts de recherche, etc., et ben finalement, il y a plus de gens qui s'intéressent à la recherche sur le vieillissement. Les partisans de la médecine anti-âge sont obligés de s'appuyer sur la littérature scientifique publiée en biologie du vieillissement, donc ils sont obligés de la financer d'une manière ou d'une autre. Donc je pense que bien évidemment, il faut rester prudent sur toutes les interventions possibles et imaginables pour ralentir le vieillissement, et néanmoins reconnaître que la médecine anti-âge, même si elle est éthiquement questionnable, etc., elle sert quand même d'une manière ou d'une autre, peut-être indirectement à quelque chose. Peut-être, Georges, veux-tu intervenir avant que je n'ai Juste, trop envie de poser une question? juste pour poser une question sans doute un peu naïve ou douteuse, est-ce qu'il est possible de faire un rapprochement entre le vieillissement et l'entropie? Le vieillissement étant une forme un peu particulière de l'entropie adaptée au vivant, qui dans une première analyse eh ben, est plutôt contre-anthropique, mais sur un court terme, et uniquement sur un court terme. Oui, tout à fait. C'est extrêmement intéressant votre question. Alors, si vous êtes intéressé par cet aspect-là en particulier, je vous invite à lire le livre de Erwin Schrödinger qui s'appelle, je crois, Qu'est-ce que la vie? Où justement, vous trouverez assez rapidement les pages qui correspondent. Il explique que la particularité du vivant, c'est justement sa capacité à lutter contre l'entropie. Et il va même plus loin, il explique que en fait, le vivant se nourrit d'entropie négative qu'il tire de son environnement. Et c'est parce qu'il parvient à assimiler cette entropie négative, notamment par l'alimentation, qu'il parvient à lutter contre l'entropie au moins pendant un certain temps avant qu'il y ait ce phénomène de vieillissement. Et ça a été repris, alors peut-être sous une autre forme, par François Jacob à l'échelle de la cellule, qui écrivait, en parlant d'une bactérie, du fonctionnement d'une bactérie, que la bactérie se nourrit
d'organisation qu'elle extrait de son environnement. Il décrit comment la bactérie se nourrit de ces molécules de glucose qui sont organisées, qu'elle se nourrit d'organisation et que c'est ce qui l'aide à lutter contre le vieillissement. Donc oui, c'est extrêmement intéressant votre question et oui, oui, je vous invite vraiment à lire le livre de Schrödinger si cet aspect-là en particulier vous intéresse. Bon, il y a des choses qui sont dépassées, mais c'est très intéressant à ce sujet-là, oui. Mm. Ok, merci pour le tuyau. Merci à Qui, vous. qui veut intervenir? Véronique, vous voulez parler peut-être? Oui, volontiers. Alors, je voulais revenir sur plusieurs points. Pour nous, moi je suis psychiatre et gériatre, hein, et aussi docteur en philosophie. Pour nous, c'est très important de valoriser partout, dans la presse, dans nos articles, dans nos prises de parole, ben, cet effet de vieillissement sans pathologie, sans dépendance. Et c'est pas de lutter contre le vieillissement en soi, mais d'essayer d'augmenter la qualité de vie. Alors, vous l'avez mentionné, qui passe par la nutrition, qui passe par des programmes qu'il faut bien évaluer. Moi, je préfère, plutôt que l'injonction de bien vieillir, le vieillir bien, et qu'on peut commencer à mettre en œuvre dès 40-45 ans, le régime méditerranéen, déjà décrit par Platon, ben, bouger dans sa tête, avoir des relations, s'appareiller quand on en a besoin. On veut bien s'appareiller pour les lunettes, mais pas pour les oreilles. Ça plaît pas du tout. Or, si on a des mauvaises afférentations sensorielles, ben, notre mémoire n'est pas bonne. En fait, ce que l'on voit dans l'image du vieillissement, qui est d'ailleurs très genré, hein, le champ lexical n'est pas du tout le même pour les femmes ou pour les hommes. Une femme âgée, c'est une vieille peau. On en parle au passé. Un homme âgé qui a des temples comme Bernard Pradine, Blanche, il a du charme. Hein, il a du charme. Donc c'est très valorisé dans notre société. Euh, il acquiesce, je vois. Bon, mais on n'est pas tendre avec les vrais vieux, hein, ce dont les gériatres s'occupent, c'est-à-dire des personnes âgées de 86 ans en moyenne, polypathologiques, 6 pathologies, hein, avec en plus des troubles neurocognitifs évolutifs. Et ça, la société n'en veut pas de ça. Parce qu'il nous rappelle, et vous l'avez bien dit, euh, il nous rappelle quoi, Monsieur Brami? Ben, notre finitude, notre mort. Et c'est ça qu'on ne veut pas voir. Et c'est donc l'utopie transhumaniste que l'on propose pour les milliardaires riches et complètement, euh, je ne sais pas s'il faut dire HPI ou totalement hors sol, comme Elon Musk, par exemple, qui investit des millions là-dedans, dans cette utopie, tellement on a peur de mourir. Et donc, il y a un effet balancier dans notre société qui se traduit aujourd'hui par l'émergence de cette exigence à maîtriser sa fin de vie et sa mort. Et donc, d'avoir accès à une loi d'aide médicale à mourir telle qu'elle a été voulue et votée en première instance au mois de mai. Et on ne sait pas ce qui va se passer puisqu'il y a une grande instabilité aujourd'hui politique en France. Mais il y a une volonté sociétale, hein, de maîtriser la mort, de ne pas voir ces vieux. Vous savez, je suis psychiatre de la personne âgée, donc il y a énormément de morts, 3000 par an, chez les personnes âgées dues au suicide. Et des présidents de mutuelles ont dit, bah, la demande est déjà là, donc allons-y pour la loi sur l'euthanasie ou la fin de vie ou suicide assisté, en faisant l'économie totale de la personne. C'est-à-dire qu'on massifie les vieux, et si on massifie les vieux, eh ben c'est les vieux avec dépendance qui nous font horreur. Et ceux-là, ils coûtent cher, c'est un fardeau pour la société, il faut les éliminer. Donc derrière votre propos passionnant, il y a aussi tout ce discours sociétal et nous, médecins, nous sommes complètement pris entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire que nous devons essayer de promouvoir un vieillir bien, euh, en tous les cas d'améliorer la qualité de vie de nos personnes âgées, parce que sinon on a le retour de balancier des personnes âgées hautement dépendants, et ce que l'on voit aujourd'hui qui est insupportable, qui ne sont présentés que sous l'aspect du coût, du fardeau, de la dépendance, qui est l'inverse de l'autonomie, bien entendu. Et la valeur culte d'aujourd'hui, c'est l'autonomie. Hein, il n'y a pas une loi qui n'est pas promue, qui ne soit en faveur de l'autonomie.
même lorsqu'il y a besoin de protéger d'un point de vue juridique nos personnes âgées atteintes de troubles neurocognitifs. Donc, on est au cœur de votre travail, en passant par la biologie. On veut bien nous montrer des vrais vieux très âgés, s'ils sont correctement appréciables. Je pense à Edgar Morin, qui a 104 ans. Alors, il marche plus, il a des difficultés avec son corps, mais là-haut, Oui. il est là. Donc, on valorise l'esprit, hein. Les troubles neuroévolutifs sont quelque chose qui nous font horreur et Mm. qui participent du fait d'une société agiste. Mm. Oui, non, Voilà un peu mes réflexions. Et sur la fragilité, oui, nous avons des échelles d'évaluation de la fragilité. C'est malheureusement les travers de l'evidence-based medicine, c'est-à-dire que si on avance quelque chose, il faut prouver l'intérêt. Et donc, il y a des programmes de prévention du vieillissement sans incapacité. On a quand même beaucoup régressé au niveau de la France, hein, puisqu'on est passé au 13e niveau européen du vieillissement sans handicap et sans dépendance, hein. On vieillit plus longtemps et c'est fort heureux, mais on le vieillit moins bien puisqu'on n'en est qu'à 65 ans pour les hommes et pour les femmes sans dépendance. je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, effectivement. Et moi, du point de vue modeste de ce que j'ai pu observer en biologie, ce qui me paraissait important, c'est qu'il y ait une forme de dialogue entre la biologie, mais aussi d'autres disciplines, et la société, et la philosophie, et enfin, qu'il y ait un discours qui puisse être amélioré. Alors, ça peut passer d'abord par la biologie, puis ça sera peut-être transmis à d'autres disciplines pour qu'on même qu'on parle différemment des personnes âgées. Vous avez parlé des termes utilisés, donc ces approches Mm. genrées. Voilà, je suis convaincue qu'en modifiant la manière dont on en parle, la manière dont on se les représente du coup individuellement et collectivement, on peut améliorer la manière dont on va se comporter vis-à-vis d'elles et les traiter et les prendre en charge. Prendre en charge ou les accompagner, disons. Oui, le mot accompagnement est un beau mot. Oui, c'est peut-être faire mieux que prendre en charge, justement, parce qu'il y Oui, a oui, forcément une charge. Oui, oui, oui. tout à fait. Tout à fait. Pardon, le Oui, fardeau oui, le fardeau, oui, c'est encore pire. de Oui, oui. Zarit. Oui. Et moi, je suis contente que vous reparliez de ces échelles d'études. De fragilité ou même, je ne sais pas si vous avez entendu, mais récemment, on cherche à quantifier de plus en plus le vieillissement biologique. Vous savez, on parle du vieillissement biologique versus vieillissement chronologique ou âge biologique versus âge chronologique. Et on cherche à tout prix à quantifier pour essayer d'évaluer à quel point tel individu est âgé, est-ce que telle population vieillit mieux ou moins bien. Je ne suis pas convaincue que ce soit l'approche la plus pertinente pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Encore une fois, je pense qu'il y a des grosses différences entre les attentes des personnes âgées, leurs besoins et la manière dont on priorise la recherche aujourd'hui. D'ailleurs, beaucoup de personnes âgées ne veulent pas être centenaires et ne veulent pas du tout vieillir indéfiniment, hein. Elles sont bien dans leur âge. Ouais. Et moi, ça m'agace beaucoup quand on me dit, ah, tu ne fais pas ton âge. Ah, tu ne fais... Comme si c'était une valeur ajoutée de ne pas faire son âge. Ben, moi, je suis contente de faire mon âge et, et de pouvoir témoigner et transmettre, hein, à nos jeunes médecins. Et je trouve que la spécialité de gériatrie est la plus belle parce que c'est la plus holistique, la plus complète, hein, de toutes les spécialités. Alors, je vais donc passer la parole à Nicole et Jean Schaeffer. Avant ça, je voudrais vous dire que vous trouverez beaucoup de littérature sous la plume de Véronique Lefebvre-Desnouettes. Et vous trouverez aussi, dans l'ordre ciblé de ce dont nous parlons, le remarquable ouvrage de Didier Marx, qui est un philosophe, et de Michel Billet, qui est un sociologue, sur la tyrannie du bien vieillir. Là, bon, je pense que là, nous sommes dans cette logique-là, enfin, dans cet esprit. Je voulais vous dire aussi que dans le chat, vous avez Madame Frécon, Béatrice, qui nous a indiqué le troisième baromètre de l'isolement des personnes âgées en France, Ah oui. du Ok. petit frère des pauvres. Et voilà. Est-ce que Nicole ou Jean, ou les deux, vous voulez vous exprimer? Oui, euh, moi j'ai apprécié avec émerveillement, mais je ne sais pas le mot que je cherchais, mais c'est pas grave. L'association philosophie-biologie, ça impressionne. Mais ma question était par rapport à la recherche.
Vous en avez parlé un petit peu en ce qui concerne l'anti-âge et les investissements qui sont orientés là-dessus. Et c'était pour savoir si, dans ce que vous avez vu, est-ce qu'il y a encore de la recherche fondamentale et de la recherche publique qui, qui, qui fonctionnent en dehors de ce domaine? Et à ce propos, euh, euh, par exemple, pour les cancers, pendant très longtemps, on a ignoré le rôle de l'environnement. C'est que n'est que tout récemment qu'on insiste sur le rôle de l'environnement. Vous en avez parlé pour le vieillissement, mais est-ce est-ce qu'il n'y a pas un gros effort à faire là de recherche dans ce sens? Alors de la recherche fondamentale, oui, il y en a évidemment. Maintenant, encore une fois, peut-être que les objectifs ne sont pas forcément les priorisés de la bonne manière. Après, bon, qui suis-je pour juger? Sur la question du rôle de l'environnement, c'est comme toujours, c'est-à-dire que je suis persuadée que vous allez trouver des recherches et j'avais discuté avec une personne qui s'intéressait c'est la personne qui m'a conduit sur cette piste de la notion de maladaptation, qui s'intéressait au vieillissement chez le microcèpe, qui est un petit primate, voilà, et qui s'intéressait justement au rôle de l'environnement sur le vieillissement de ce petit microcèpe. Donc, vous allez trouver des recherches. Maintenant, je suis complètement convaincue du constat que j'ai pu faire, qui est que vous avez beaucoup plus de recherches sur le rôle de l'environnement, sur par exemple le développement des enfants, ou tel ou tel autre domaine de recherche qui serait plus fécond que sur le vieillissement des individus. C'est-à-dire que oui, on continue à avoir de la recherche fondamentale, mais si vous voulez, pour le moment, on essaye péniblement de rattraper le vieillissement de la population qui est beaucoup trop important par rapport à la quantité d'études ou de projets de recherche qui sont menés. Je pense que c'est encore beaucoup trop timide. Donc oui, vous avez de la recherche fondamentale, mais la question est de savoir est-ce qu'elle est bien orientée, priorisée, est-ce qu'elle est suffisamment financée, puisque aux États-Unis, les instituts de médecine anti-âge, ils ont des milliards de dollars, ils sont financés beaucoup par des fonds privés. En France, il faut arriver à trouver des financements pour des projets de recherche qui portent sur le vieillissement biologique. C'est pas très sexy, hein, pour le dire de manière un peu familière. C'est pour ça qu'il y a des biologistes qui s'appuient justement sur ce parallèle qu'on peut faire entre vieillissement et maladies neurodégénératives, par exemple, ou vieillissement et cancer, parce que justement on sait que bah, ça permet de récupérer des fonds de l'INCa, de la recherche sur le cancer, ou voilà, donc il y a des petites stratégies comme ça pour contourner, mais quels sont les effets de ces stratégies justement? En faisant ces parallèles entre vieillissement et maladie, moi ça me laisse quand même un peu perplexe. Sur le plan, nous, notre histoire médicale, nous avons vécu toute une période dans laquelle euh, bien des maladies sont passées sur le compte de l'âge. C'est-à-dire que, au fond, ce que je vous ai envoyé illustre ce propos, hein. Bersanovic a donc publié cette étude sur 40 centenaires qui sont décédés et où elle trouvait, il faut être en Autriche pour le faire, ça ne sera pas en France, j'imagine qu'on fera l'autopsie des personnes qui ont 102 ans en moyenne et qui sont morts en s'éteignant comme une flamme. Et en fait, elle dit qu'elle a toujours trouvé une pathologie. Dans 68% des cas, c'était une maladie cardiovasculaire. Donc, qu'il puisse y avoir la tentation, en effet, de voir la pathologie dès qu'on voit le vieillissement, ça peut se comprendre parce que nous avons longtemps pensé qu'il y avait une mort naturelle au fond, qu'on pouvait s'éteindre de vieillesse. Et cette notion est en train d'être remise en question. Et je voudrais prendre pour exemple aussi les pathologies que j'ai posées dans le questionnaire. Le cancer de la prostate, c'est une pathologie. L'arthrose est considérée comme une maladie. L'ostéoporose est considérée comme une maladie actuellement. Alors, à tort ou à raison, mais elle est considérée comme une maladie. Il n'y a qu'un seul syndrome gériatrique qui échapperait actuellement, non pas l'artériosclérose, mais la sarcopénie. C'est-à-dire là, par contre, là, quand on regarde la littérature internationale, j'ai vu qu'un groupe international n'arrivait pas à définir la sarcopénie. C'est-à-dire on l'a définie par ses conséquences,
Il y a une faiblesse musculaire qu'on constate, une diminution de la masse musculaire, des diminutions de la marche, du grip, enfin, etc. Mais on n'arrive pas à dire que c'est une maladie, tout en se posant quand même des questions sur son mécanisme. Donc, jusqu'à quel point il n'y aurait pas, et là c'est un petit peu pour vous provoquer que je dirais ça, une certaine continuité, alors que psychologiquement, socialement, nous faisons un distinguo. Et ce distinguo entre un vieillissement normal, en quelque sorte, et la pathologie. Est-ce que les choses sont si tranchées ou est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un soubassement des pathologies avec une frontière beaucoup plus floue que ce que nous avons pensé? Et enfin, et je m'en arrêterai là, c'est promis, je me demande si derrière ce débat autour, il ne faut pas que la vieillesse soit une maladie, au fond, il ne se cache pas aussi des problèmes de notre société. C'est-à-dire qu'on nous a donné à nous, les soignants, les personnes âgées, avec l'espoir pendant longtemps, d'abord que ça suffirait qu'on s'occupe d'eux pour que les choses n'aillent pas trop mal, et puis on s'est rendu compte que, en fait, on a 720 000 personnes dans des établissements actuellement et qui n'ont pas besoin que de soins. Et donc, il y a tout un courant qui remet en question cette médicalisation qu'on nous avait largement attribuée, débrouillez-vous avec ça, pour être trivial, si vous voulez. Et on veut réinvestir le champ du social de vieux qu'on a exclus, au fond. Et d'où cette idée de démédicaliser à un moment où, en plus, c'est un mot qui peut nous faire peur à nous, parce que nous sommes trop peu de médecins pour faire face à la demande d'augmentation de personnes âgées. Il y a, alors je crois que on est à peu près la moitié mais c'est un ordre d'idée, hein, d'EHPAD qui sont dépourvus de médecins coordonnateurs. Enfin, on est dans des situations très difficiles, d'accès même aux médecins généralistes. Bon, c'est très difficile. Et donc, c'est un peu paradoxal de parler de démédicalisation à ce moment-là, bien qu'on comprenne ce qui est derrière ça. Voilà. Je ne sais pas comment vous envisagez cet aspect. Je vais essayer de vous répondre dans l'ordre. Euh, D'abord, sur la question de la distinction entre vieillissement et maladie, je précise, je ne l'ai pas fait, je voulais le faire au début de mon intervention, je précise tout de même que le titre de mon ouvrage, donc Le vieillissement n'est pas une maladie, c'est vraiment un choix éditorial. Donc c'est provocateur à dessein. J'étais pas complètement d'accord initialement, je me suis laissée convaincre. Évidemment que la réalité est plus complexe et de fait, si vous regardez en biologie, parmi les biologistes, vous avez des positions qui sont très différentes. Globalement, les biologistes sont souvent d'accord pour dire que le vieillissement n'est pas, on peut pas dire que le vieillissement peut être complètement assimilé à une maladie. Vous avez tout de même de la littérature, de personnes qui vous disent que justement vous avez évoqué une continuité. Donc il y a un article très intéressant que je pourrais vous envoyer qu'il explique qu'il y a un continuum en fait entre vieillissement et maladie liée à l'âge et maladie, qui a une forme de continuité effectivement. Et dans les positions les plus extrêmes, par exemple, un biologiste britannique qui s'appelle David Games, qui postule, lui, et il a écrit beaucoup d'articles à ce sujet, qu'il faut appréhender le vieillissement comme une accumulation de pathologies, voire comme une pathologie, mais lui, il écrit plutôt comme une accumulation de pathologies et que le fantasme des gérosciences, on parle des gérosciences souvent, selon lequel il existerait un processus de vieillissement intrinsèque contre lequel on pourrait lutter indépendamment, ça n'existe pas. Que le vieillissement, ce serait en fait uniquement une accumulation de pathologies avec l'avancée en âge. Donc il fait débat et tout le monde n'accepte pas sa position. Mais voilà, cette question de la distinction entre vieillissement et maladie n'est pas uniformément appréhendée. Après, sur la question de la démédicalisation, remédicalisation, etc., je pense que vous avez vu du coup, dans ma conclusion, comme vous m'avez lu, que voilà, moi je prône enfin, je plaide pour une rebiologisation du vieillissement, donc pour ajouter cette perspective biologique. Je pense qu'il serait pas forcément pertinent de chercher à remédicaliser, puisque justement, il y a eu effectivement ce moment où on a voulu tout médicaliser, donc confier à la médecine tous les problèmes de la société, y compris, enfin le problème entre guillemets évidemment, y compris le vieillissement. Et puis on a eu
avec Michel Foucault, Illich, etc., cette volonté de tout démédicaliser, tout, voilà, revenir en arrière. Je pense qu'il faut conserver justement une pluralité de perspectives et avoir en tête que le vieillissement, c'est, à mon sens, d'abord et avant tout un processus biologique, physiologique, corporel, incorporel, etc. Mais c'est aussi effectivement un problème social. Et la question de l'attitude qu'on choisit d'avoir individuellement et collectivement face au vieillissement est une question de société extrêmement importante, surtout avec le vieillissement de la population. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à votre deuxième question, mais... Oui, mais ça me paraît très satisfaisant. C'est vrai que nous découvrons, nous savions que nous avons par exemple un EHPAD, l'ordre d'idée, c'est 7 pathologies par personne. Et en soins de longue durée, nous étions autour de 9 dans les études dont on disposait. D'accord. J'imagine que les choses ne se sont pas améliorées. Euh, Étant entendu que ce sont les pathologies qu'on connaissait, parce que si l'on explore quelqu'un par exemple pour une autre, pour une pathologie donnée, on peut parfaitement tomber lors d'une échographie, par exemple, sur une autre pathologie qu'on n'avait pas détectée. Et donc, plus on avance et plus on explore, étant entendu que, en plus, il faut nuancer ce que je dis dans la mesure où souvent on ne se donne pas les moyens de chercher. Et c'est d'autant plus vrai que la personne est vulnérable ou fragile, comme on dit. Et là, ne serait-ce que par rapport aux explorations à faire, d'une part, et d'autre part à ce qu'on estime des effets adverses de thérapeutique qu'on pourrait entreprendre, on ne va pas se donner les moyens d'avancer. Ça, c'est une des grandes difficultés de la gériatrie, et en particulier de la gériatrie palliative vers la fin de la vie, la toute fin de la vie, où on ignorera souvent, enfin, en tout cas pour moi, je suis peut-être un peu plus ignorant que d'autres, mais il m'est arrivé d'ignorer l'étiologie, si vous voulez, la cause, hein, en fait, ou les causes, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui mènent au décès, tout simplement parce on ne va pas se donner les moyens d'exploration, que ça n'est plus raisonnable de se donner ces moyens-là. Ne parlons pas de l'EHPAD perdu loin d'un centre de radiologie ou en dehors de la biologie, si vous voulez, au niveau d'une prise de sang, pour être très concret, et peut-être quelques mesures, malgré tout, de l'oxygène dans le sang, des choses comme ça, mais on ne va pas disposer de moyens qui vont permettre d'affiner des diagnostics. Alors que chez une personne jeune, on a beaucoup moins de pathologies, et quand on va avoir une pathologie, on va vraiment poursuivre beaucoup plus. On va être dans une spécialité qui va véritablement essayer de comprendre, et c'est normal, euh, votre pathologie. Vous voyez, Je vois la question dans le chat de Monsieur Tesser qui demande si la mort naturelle n'existerait pas, qui rejoint du coup tout à fait votre question. On se demande de plus en plus si il existe des individus qui meurent vraiment de mort naturelle. Et du coup, qu'est-ce que c'est que cette mort naturelle? Est-ce que ce serait lié justement à ce processus de vieillissement intrinsèque? Est-ce que c'est autre chose? Ou bien est-ce qu'il y aurait toujours une pathologie sous-jacente ou plusieurs pathologies sous-jacentes? Simplement, parfois, elles seraient pas identifiées ou ce seraient des pathologies qu'on connaît pas. Et aussi la question de la qualification qu'on pose sur tel ou tel état, où vous avez tous en tête que pendant longtemps, la démence sénile part normale du vieillissement. Et puis après, on a identifié, on a distingué démence de la maladie d'Alzheimer, qui est une pathologie avérée. On a parlé du cancer de la prostate aussi, qui faisait peut-être partie intégrante du vieillissement à un moment. Maintenant, c'est identifié comme une pathologie. Voilà, qu'est-ce qu'on va qualifier de pathologie et qu'est-ce qu'on en fait après? Est-ce que ça veut dire qu'on enchaîne directement avec une solution thérapeutique, un traitement, une prise en charge, ou bien est-ce que, effectivement, comme vous le décrivez très bien, à partir d'un certain âge, on va peut-être même plus chercher, ou voilà, je pense qu'il y a aussi cette question du positionnement à avoir à partir du qualificatif qu'on pose sur tel ou tel état ou situation. c'est sûr qu'à partir du certain âge, et je vais passer la parole à Véronique tout de suite, hein, mais la notion même d'à partir d'un certain âge renvoie à ce que vous avez évoqué, âge chronologique, âge physiologique, etc., qui a considérablement bougé. Je me souviens du temps où quand quelqu'un avait 90 ans, ben, les médecins, on n'était pas censés rentrer dans la chambre, dans un service de chirurgie où j'exerçais. Voilà. Véronique? Oui, je voulais rebondir sur cette question d'âge et de barrière d'âge. Vous avez vu que pendant la Covid, on a eu
les injonctions des ARS, notamment celle d'Île-de-France, à partir de 70 ans, pas de réanimation, hein, pas de réanimation. Or, c'est un crime éthique sur uniquement un critère d'âge de ne pas proposer une réanimation. Tout le monde n'est absolument pas égal dans le vieillissement. Et vous avez des... Effectivement, on ne va pas pousser les investigations dans le très grand âge. D'abord parce que même pour la réanimation, on sait très bien que ça entraîne aussi des effets délétères à cause de la fameuse sarcopénie, de la difficulté à respirer, etc. Mais les hommes et les femmes de 70 ans ne sont pas du tout les hommes et les femmes de 70 ans d'il y a 30 ans. Hein. Il faut voir au cas par cas et ne pas avoir uniquement cette barrière d'âge. Hein. Et la barrière d'âge peut aussi, moi j'ai vu un monsieur hier, 100 ans, hein, il a 100 ans, il n'est pas malade. Il vient à l'hôpital parce que le jour de ses 100 ans, il a décidé d'arrêter de vivre, d'arrêter de manger, d'arrêter de boire, d'arrêter, voilà. Donc on appelle ça le syndrome de glissement, hein. Se laisser glisser, le refus Oui. de vivre et glisser vers la mort. Et en fait, en le voyant, en parlant avec lui, eh ben, j'ai bien trouvé qu'il était très ambivalent et que finalement, il aimait bien cette vie. Hein, c'était quelqu'un qui était très isolé et c'est ça, hein, son auxiliaire de vie qui l'a fait hospitaliser. Eh bien, à l'hôpital, il a trouvé un réseau de gens qui s'intéressent à lui et il a recommencé très rapidement à manger, à accepter de s'hydrater et à vouloir continuer de vivre tout de même. Donc, il y a aussi cette ambivalence-là. Hein. Il faut faire attention de tous ces espèces de barrières de cut-off, hein, avant et après. On a le droit à temps, on n'a pas le droit à temps. Et j'en viens aux personnes en situation de handicap où vous avez un no man's land entre 65 ans et la gériatrie, 75 ans. Et on ne sait pas si elles sont handicapées, pas handicapées, qui va s'occuper d'elles, etc. Et on en a de plus en plus, hein, qui vieillissent en général pas très bien et qui ne sont pas les bienvenus dans les services de gériatrie parce qu'on ne sait pas faire. Hein. On sait faire avec la grande vulnérabilité que je préfère à la fragilité cumulée. Et c'est vrai que votre titre est un peu provocateur, mais euh, euh, effectivement, euh, ce n'est pas une maladie de vieillir, c'est un processus, mais on est plus souvent malade quand on vieillit tout de même. Hein, il ne faut pas le nier. Alors jusqu'où on va? Et dans les investigations et dans les traitements. Et moi, je vois que les personnes âgées qui font des AVC, qui font des hématomes, etc., bah, les neurochirurgiens n'y vont pas. Elles sont récusées. Hein, elles sont récusées. Bon. Et on a une façon aussi, dans les urgences, que je déplore, de mal accueillir les personnes âgées. C'est-à-dire qu'un vieux, ça attend. Et ça va attendre longtemps, jusqu'à mourir sur les brancards. Hein. Vous avez 15 000 morts indus en France par an, parce qu'on va attendre. J'ai eu un grave problème de santé au début de l'année et on m'a mis dans la chambre des vieilles. Alors, j'étais avec Ginette, qui avait 94 ans. Tous les soirs, on me proposait une protection pour faire pipi la nuit et un somnifère. Bon. Et un soir, il y a une magnifique aide-soignante africaine qui arrive et qui ouvre la lumière et qui dit, ah, moi, je viens respirer la vie dans la chambre des vieilles. Parce que quand je vous vois, avec un accent inimitable africain, elle dit, je vois mon avenir. Je vois mon avenir et c'est Dieu qui me parle. Moi qui suis gériatre et qui n'ai pas assez de personnel, j'ai dit, bah, écoutez, vous feriez bien de venir dans mon hôpital si vous êtes passionné par les personnes âgées. Et très finement, elle m'a dit, ah non, non, parce qu'à l'assistance publique, ils ne font que des CDD. Et dans cet hôpital, j'ai un CDI. Donc, c'était très drôle parce qu'elle est venue respirer la vie dans notre chambre. On n'était pas bien d'équerre toutes les deux, Maginette et moi. Et pour elle, africaine, voir deux vieilles dans une chambre, c'était quelque chose de, c'est Dieu qui lui parlait. Donc vous voyez que il y a des aspects aussi évidemment culturels dans cette perception du vieillissement, même du vieillissement avec pathologie. On en revient à l'idée de redonner une certaine valeur à ce moment de la vie. Et sur la Oui, question du seuil, d'ailleurs, j'avais noté, je ne l'ai pas dit finalement, pour la petite histoire, Montaigne estimait qu'il était vieux à 47 ans.
Hippocrate à 56, Aristote à 50 et Saint-Augustin à 60. Voilà, je pense que tous ces âges sont largement dépassés maintenant depuis. Donc évidemment, ça varie, oui, selon le contexte social et les périodes. Oui, bien entendu, ouais. Mm. C'est très Mais touchant de voir la manière dont certaines du monde, disons, traitent leurs parents, leurs grands-parents de bien meilleure façon que nous. oui, ce que dit Véronique aussi me laisse penser que je me demande s'il ne faudrait pas, vous voyez, recruter des personnels qui ont été au moins hospitalisés une fois. Parce que c'est quand même une expérience, bon, faut y être passé, je veux dire. Alors ça se passe plus ou moins bien, mais bon, quand c'est court comme pour mon cas, mais bon, 14 fois malgré tout. Et je dois dire que j'ai beaucoup appris là. Vraiment, j'ai appris pour mon métier en plus, hein, vraiment. Hein. Là, passer de l'autre côté de la barrière, être brancardé, être voilà. Bon, il faut le vivre. Hein. Il y a des choses aussi un petit peu, voilà. Bon, on aimerait que les gens ils aillent discuter un peu plus loin quand vous êtes bien fatigué là, ou la nuit à 2 heures du matin. Vous dites, bah alors attends, mais je t'ai pas encore dit ça. On pensait qu'ils allaient quand même un peu s'arrêter de parler pour qu'on puisse dormir. Voilà, bon, d'accord. Et tout à l'avenant. C'est plein de choses où vraiment, ceci dit, hein, je ne jette pas la première pierre. Vous imaginez que j'ai moi aussi mon lot de péchés derrière moi. De toute façon, il y a, je pense qu'une capacité d'empathie qui est présente chez certains individus et moins chez d'autres, qui est peut-être indispensable lorsqu'on se trouve dans des situations comme ça. Voilà, après, si vous voulez recruter du coup que des personnes qui ont été hospitalisées, ça réduit, ça met un critère très important sur le CV, mais c'est vrai que je comprends votre positionnement, ouais. Mm. Et c'est vrai que, alors on peut se demander si on n'aurait pas des personnels moins performants, mais peut-être plus empathiques. Mais c'est pas sûr. Est-ce que on peut généraliser? Ce qui est vrai, c'est que, alors j'ai peut-être une perception particulière, mais je vous assure que vous repérez vite qui est l'infirmière et l'aide-soignante euh, vraiment attentionnée, voilà, qui fait un petit peu attention à vous, à ce qu'elle fait, aux douleurs qu'elle pourrait provoquer. Et puis les autres, hein. Et celui qui vous regarde pas de toute la nuit, par exemple, et qui regarde jamais que le moniteur, il vous a jamais dit bonjour, il vous dira jamais au revoir. Et puis cette porte qui est ouverte, si vous voulez, et puis tout le monde à poil. Bon, alors vous avez une dame de 70 ans, là, bon voilà, alors on était deux à poil, là, il y avait un policier, comme ça, on a pu comparer nos mérites respectifs, vous voyez, puis la dame qui était de l'autre côté, ben voilà, bon, je pense qu'elle avait avait déjà vu des hommes nus, probablement. Donc, c'est peut-être pas si choquant que ça. Mais voilà, il faut avoir vécu des choses comme ça. Alors, il y avait un monsieur aussi qui criait, vous voyez, un monsieur âgé en salle de réveil. Il criait, oh, quel combo, que médole! Bon, ça, vous comprenez pas parce que c'est de l'occitan. Et ça veut dire, cette jambe, qu'est-ce qu'elle me fait mal? Ah, quelle pute de combo! C'est cette pute de jambe, excusez-moi. Bon. Et alors, les personnes qui étaient là criaient plus fort que lui pour le faire taire. Mais non, monsieur, qu'est-ce que vous criez? Voilà. Après ça, il y a un brancardier qui est venu me chercher et quand on est arrivé à l'ascenseur, boum! On a pris un grand coup contre la paroi de l'ascenseur. Bon, on a tous fait des bêtises et ça, c'est que je ne vous en raconte voilà, que deux ou trois. Donc, je pense qu'on a le droit d'être autocritique, nous aussi, hein, vis-à-vis de nous, les soignants. Bien sûr, mais vous voyez, moi, on parle beaucoup d'éducation positive, etc., sur la petite enfance, sur l'enfance. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas le même type de discours sur l'autre partie de la vie? Expliquer que c'est pas comme ça qu'on parle aux personnes âgées, que j'entendais encore récemment, la personne âgée, c'est pas un enfant en régression, enfin un individu en régression vers l'enfance, c'est un homme à part entière qui a une vie, qui a un passé, qui a une expérience, même si il ou elle a des pertes de mémoire, ça n'enlève rien, c'est une personne à part entière. Et donc repenser la manière dont on s'adresse aux personnes âgées, dont on les traite, dont on se comporte vis-à-vis d'elles, je pense que c'est extrêmement important. Et à mon avis, c'est le même type de travail qu'on peut faire que celui qu'on a fait vis-à-vis des enfants. Typiquement, je pense qu'on y revient là. On a mis des années à apprendre à parler correctement aux enfants, à faire de l'éducation bienveillante, etc. Avec les dérives qu'on connaît, évidemment. Mais on pourrait, je pense, faire le même effort
à l'autre extrémité de la vie. Alors c'est vrai que nous faisons partie des personnes qui sont ici, que je vois, qui se consacrent aussi à des conférences, des écrits, des formations auprès des personnels. Et d'ailleurs, à noter que lorsque j'ai remarqué que quand bon, la journée fléchit un peu, les gens sont un petit peu fatigués, ça les intéresse beaucoup les anecdotes comme ça, hein. Les, vous Entendu, oui. voyez, les petites choses comme ça de Gérard. Je vais remettre le micro, pardon. Juste deux petites questions qui m'interpellent. Euh, la première, c'est que le vieillissement commence plus tôt que ce qu'on pense. J'ai l'impression, je ne sais pas si je me trompe, mais dès l'âge de 40, 45 ans, on a commencé à réfléchir sur son vieillissement. Donc l'intitulé du livre, le vieillissement n'est pas une maladie, c'est peut-être aussi quelque chose qui veut dire que le vieillissement est un phénomène qui commence plus tôt. Deuxième élément très paradoxal, deuxième questionnement très paradoxal, je voudrais vous le dire, c'est qu'il y a une perturbation. Vous savez, on parle de perturbateurs endocriniens. Moi, je parle de perturbateurs endocriniens. Des tas de gens nous mêlent toutes les philosophies dans une situation où on voit que rien n'est tout à fait bien compris. Espérance de vie, elle a baissé pendant la Covid, elle augmente très régulièrement, on s'en réjouit. Prenez la durée moyenne de séjour dans les EHPAD. Elle était de 10, 12 ans il y a 30 ans, elle est de moins de 3 ans aujourd'hui. Vous voyez les parcours des personnes, les domiciles, le parcours dans le domicile est de plus en plus fort, de plus en plus demandé malgré des pathologies qui semblent augmenter et effectivement des vulnérabilités qui augmentent. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui n'arrive plus, c'est pour ça que votre livre peut permettre certainement et doit permettre, à mon avis, véritablement de bien comprendre les situations. Mais vous voyez, j'ai l'impression qu'on est dans une perturbation collective dans des sociétés modernistes qui ne savent plus comment, avec l'excès des Américains, je le concède tout à fait, voilà, mais avec aussi, vous prenez par exemple sur la maladie d'Alzheimer, ils ont découvert deux médicaments, hein, si je ne me trompe pas, à travers une société, d'ailleurs, je crois qu'elle est américano-japonaise, mais interdite, je crois que ces médicaments sont interdits encore en France. Voilà, on sent que quelque chose se fait, mais quelque chose nous détruit également. On n'arrive pas à définir comment gérer. Et je vous assure, hein, j'accompagne des établissements encore aujourd'hui et je vais lancer des grands projets. Je viens de faire un petit article très vite. Le nombre de chutes, j'ai été sollicité par des médecins coordonnateurs. 33% des EHPAD n'ont pas de médecin coordonnateur. Le nombre de chutes est plus grand en domicile qu'en EHPAD. On critique qui? L'EHPAD. Le nombre de maltraitances est à 70% à domicile et on critique qui? L'EHPAD. Donc, vous voyez, pareil pour l'isolement. Vous avez vu le rapport dont on vient de parler, les petits frères des pauvres. 750 000 personnes à domicile en isolement, 600 000 ou 650 000 en EHPAD où on fait des activités adaptées. On est, me semble-t-il, c'est un questionnement que j'ai, dans une véritable perturbation quand on parle de vieillissement. Excusez-moi d'avoir été long. Non, non, mais c'est absolument passionnant. Je prends des notes en parallèle. Effectivement, vous dites le vieillissement commence de plus en plus tôt. Je rebondis d'abord sur votre premier point. Alors, si vous allez voir du coup cet article que j'ai cité sur le manque de consensus en biologie du vieillissement, vous verrez que ça fait partie justement de ces points qui font justement pas consensus. Vous avez même des biologistes qui considèrent que le vieillissement commence dès la conception, dès la naissance, dès l'enfance. Alors, ça varie selon les biologistes, mais effectivement, et ça peut aussi permettre de changer, de transformer le regard qu'on va poser sur le phénomène. Si on considère que c'est un processus qui se déroule tout au long de la vie, bah, peut-être qu'on peut intervenir très en amont. J'imagine que c'est peut-être ça ce que vous aviez aussi à l'esprit. Et après, oui, bien entendu, enfin, enfin, je suis tout à fait réceptive à ce que vous dites sur ces perturbations endocriniennes. Du coup, il y a une forme évidemment de confusion dans l'espace public entre ce qu'on appelle l'espérance de vie en bonne santé, la question de la longévité, les informations qu'on transmet. Et comme dans malheureusement beaucoup de domaines, il y a aussi une manipulation des chiffres. Je suis effarée de ce que vous dites, j'avais pas tout en tête. Sur les chutes qu'on pointe plutôt en EHPAD qu'à domicile, etc. Effectivement, il y a peut-être un discours à réajuster qui devrait être plus approprié aux réalités du terrain, oui, tout à fait.
Et alors là, effectivement, à part communiquer au maximum, j'ai l'impression que vous avez tous publié beaucoup sur le sujet, à part communiquer au maximum pour essayer de transformer les informations qui sont transmises par les médias, je vois pas tellement ce qu'on peut faire. Il faut, oui, faut arriver à se faire entendre, effectivement. J'imagine que plus on publiera, plus on parlera de ces différents aspects, plus on peut espérer qu'ils soient entendus. Ceci dit, les médias aiment le sensationnel, voilà, donc Et il le faudra. politique n'aime pas les vieux. On n'a toujours pas de loi grand âge, hein. Tout à fait. Et en plus, il y a la question de, voilà, du vieillissement. Mais je pense qu'en fait, on va se retrouver à un moment acculé, à devoir prendre des décisions à la va-vite, qui ne seront pas forcément les bonnes, alors que ça fait quand même des années maintenant qu'il y a des experts qui s'expriment, qui donnent des bonnes idées. Et c'est quand même dommage que notamment les politiques ne s'emparent pas de ce sujet, ne se soient pas emparés de ce sujet il y a déjà un moment. Voyez comment le temps passe vite, donc nous sommes à 2 minutes de la fin et j'annonce bien sûr les prochaines visios. La toute prochaine, c'est Véronique qui nous fera l'honneur, une fois de plus, de présenter son ouvrage il s'appelle Bonne nuit, bonne santé à propos des problématiques du sommeil, hein, bien sûr. C'est le 2 décembre 2025, toujours à 18 heures, heure de métropole. Et ensuite, nous aurons le 12 mars 2026. C'est un brancardier qui viendra nous parler de son expérience. Alors, c'est quelque chose qui me semble intéressant. Pourquoi? Parce que quand on a recherché des témoignages de brancardiers, si vous voulez, de relations aux personnes soignées, en particulier des personnes âgées, on ne trouve rien. Il y a un Parisien qui a fait quelques anecdotes. Je n'ai pas encore lu son bouquin, ça je vais le faire, bien sûr. Il y a un Parisien, et sinon tout le reste, c'est brancardier de guerre, essentiellement la guerre de 14-18, accessoirement la guerre de 40 et l'Indochine. Donc, terra incognita, c'est-à-dire on a beau dire, petites gens, on t'applaudit quand il y a la Covid, c'est formidable ce que tu fais, c'est merveilleux, grâce à vous on survit, c'est vous les petites mains, etc. Rien du tout si vous voulez. Alors, bon, on va essayer au moins de rétablir un petit peu cette justice. Et Jean-François Malo, donc, qui est un Normand, est en train de travailler pour préparer cette visio avec des personnes qui n'ont absolument pas l'habitude de s'exprimer comme nous et que j'encourage vivement parce que je pense que c'est un grand défaut. Je vous parlais tout à l'heure du brancardier qui m'a malencontreusement bousculé dans l'ascenseur, mais il y a aussi celui qui m'a accompagné dans l'opération de la cataracte avec une sympathie incroyable, alors qu'il ne savait rien de ma profession, que je ne lui avais rien dit, et il m'a parlé avec une gentillesse, avec une volonté forcée, mais je sentais que cette volonté forcée, elle me faisait plaisir, si vous voulez, voilà, de me parler, de me distraire. C'était artificiel, mais c'était tellement, je dirais, naturel que j'en ai un souvenir absolument extraordinaire. Comme on aura un très bon souvenir de vous aussi, Clémence, bien sûr, parce que c'est magnifique tout ce que vous avez pu faire et dire. Et surtout, il faut absolument acheter et lire ce livre qui est tout à fait remarquable. Maintenant, vous en avez, je pense que vous aurez un avantage sur moi, c'est que vous aurez déjà l'introduction verbale qui vous permettra de le lire avec un peu plus de facilité parce que c'est bon, c'est quand même du très bon niveau, hein. En tout cas, merci beaucoup, bonne Merci à soirée vous et bravo. et à Bravo. bientôt. Merci. Merci Bravo. infiniment pour votre accueil, c'était un plaisir. Merci. Merci.